Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et ce week-end, c'est exceptionnel. Nous sommes au cœur de WrestleMania 40e édition. C'est incroyable, nous venons à peine de sortir de la nuit 1 puisque WrestleMania est trop grand pour une seule soirée, samedi soir et dimanche soir. Voilà, 13 matchs à la carte. On va décortiquer ensemble cette première nuit déjà complètement folle, déjà gravée dans l'histoire. Et pour m'accompagner dans cette énorme analyse, j'ai avec moi Raphaël. Salut Rafa. Salut Yerem, puisque c'est Yerem, l'homme tellement modeste, il oublie de se présenter lui-même. Il est Yerem, il est le patron, il est le pilier, il est un peu the final boss. Et effectivement, cette nuit qui a été gravée dans The Rock, comme on dit en anglais. Ah, t'es gentil de me dire que je suis tellement modeste que je me présente pas. Peut-être que c'est de la prétention aussi, de dire que tout le monde me connaît, du coup pas besoin de me présenter. Mais j'aime ta version des faits. Pour nous accompagner, Rafa, je te propose d'accepter la venue de notre ami Géliel dans les studios. Salut Géliel. Ah oui. Allez, entre. Salut IRM, salut Rafa. Très content d'être là pour cette soirée après cette longue route qui a été à nul autre pareil. Et nous allons avoir sur cette nuit 1 les premiers face-off, les premiers paiements, les premiers checks, les premiers tout ce qu'on va voir de ce qu'on a vu depuis 2 mois qui s'est construit, etc. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Nous étions à Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. Petit passage au péage avant d'entrer sur l'autoroute, ou en tout cas à la fin de l'autoroute de WrestleMania, c'est plutôt ça, la road to WrestleMania. Ça s'est terminé par un SmackDown. Je vais rapidement vous dire ce qui s'est passé dans les highlights de ce SmackDown, de ce show bleu qui avait lieu déjà à Philadelphie. C'était l'occasion de prendre un petit peu le pouls de la foule locale. Ils sont nombreux les fans du monde entier à s'être déjà rendus sur place. C'était une grosse semaine. Il y avait notamment le WWE World, donc une espèce de fan festival comme ça qui a duré pendant plusieurs jours avant même WrestleMania. Qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown de notable? On a eu, mes amis, tout simplement, la fameuse André the Giant Battle Royale qui a été remportée par Bronson Reed. Et ouais, ça fait plaisir, notre beau Bronson, on l'aime bien ici à Catch Up. André the Giant Battle Royale, c'est vrai que c'est voilà, on aimerait bien aussi que ce soit à WrestleMania, mais écoutez, il y a beaucoup de monde qui veut être à WrestleMania et c'est Bronson Reed qui lui a pu rajouter son nom sur la coupe en forme de André le Géant. On a eu aussi quelques passes d'armes avec Kevin Owens, Grayson Waller, Austin Theory qui ont pourchassé Orton et Owens. On avait après Logan Paul qui lui nous a montré un aperçu du stade. On a eu un petit aperçu de à quoi ressemblerait le décorum du stade qui allait accueillir WrestleMania. Tout ça évidemment a duré pendant tout le show. On a eu aussi un petit road bump sur la route des Latinos puisque Dragon Lee a été attaqué par un attaquant mystère. On ne saura pas, spoiler, on ne saura pas non plus samedi soir qui a attaqué Dragon Lee. Et du coup, c'est Andrade qui va remplacer Dragon Lee. Donc un petit changement de dernière minute sur la carte de WrestleMania. Les filles aussi, Naomi, Bianca Belair, se sont chauffées face à Damage Control et du coup Jade Cargill les rejoint. Et donc Jade Cargill va tout simplement avoir son premier match à la WWE à WrestleMania, ni plus ni moins. LA Knight et AJ Styles ont continué à se chercher des embrouilles. Le Judgment Day est venu un petit peu faire coucou à la tag team Division. Et puis enfin, Jey Uso a gagné via disqualification face à son petit frère Solo Sikoa. Et le show s'est terminé avec tous les gentils qui nous donnaient rendez-vous donc à Philadelphie, de l'autre côté de la rue, au stade, puisque l'arena et le stadium étaient très proches. On est le lendemain, samedi soir, WrestleMania 40, WrestleMania XL, ou plutôt XXXL, puisqu'on a mis les petits plats dans les grands avec un énorme décorum, ces 2 lettres géantes XL qui sont là, ces couleurs vertes. C'est un magnifique stade qui nous accueille pour cette première nuit de WrestleMania au Lincoln Financial Field. Et c'est tout simplement la musique de Triple H qui retentit pour
ouvrir le show avec voilà, tous les commentateurs qui sont déjà là. Voilà, il adore ça. Il adore Triple H et il nous souhaite la bienvenue dans ce qui s'annonce être une nouvelle ère, tout simplement. Une nouvelle ère, un nouveau show. WrestleMania 40, il y aura un avant, il y aura un après. Il nous raconte Triple H. Bon, déjà, mes amis, avant de parler de tous les matchs, est-ce que vous avez un petit avis sur le décorum, le stade, la déco, l'arène, enfin le stade, la production, les lumières, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu pour cette première soirée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu déçu, Raphaël? Eh ben, on aura appris que début avril à Philadelphie, faire une soirée à ciel ouvert, c'était peut-être pas une très bonne idée. Hein, ça caille un peu. On aura eu beaucoup d'interventions de bulletins météo. Honnêtement, worldwide, on s'en fout un petit peu, mais ça avait l'air important pour le public. Ça nous a sûrement tous fait sortir notre calculette pour voir la différence entre les Celsius et les Fahrenheit. Donc ouais, sur la fin, il faisait 10 degrés, hein, je crois, dans le stade avec du vent. Mhm. Sinon, honnêtement, je suis pas un très grand fan de Valérie Damido. Moi, tous ces grands stades d'à 70 000 places, je vois pas énormément de différence. Mais je trouve très drôle et très bien vu. Alors, c'est sûrement quelque chose de récurrent aux États-Unis, mais moi, j'avais pas fait gaffe que le XL pour le 40, les chiffres romains et puis le extra large soit. Voilà, c'était une belle soirée extra large. Et toi, Géliel, qu'est-ce que tu as pensé de ce stade, de cette déco là, finalement pas très, voilà, assez sobre, hein, voilà, des grands écrans, des écrans géants un peu partout, tout autour Oui, oui, de la oui. salle, deux grosses lettres, un X, un L, et puis en Je, bas je c'était rejoins. posé. Ouais, je rejoins Raphaël sur le XL qui est le 40 qui du coup tombait vachement bien cette année sur la représentation en chiffres romains. J'aime bien la grandeur de la grandiloquence même on va dire des WrestleMania. J'aime aussi et ça on le reconnaît entre mille, je trouve le fait que c'est un des rares shows qui commence en plein jour et qui se finit en nuit de nuit. Donc ça aussi Mhm. c'est contribue à cette dimension assez incroyable de WrestleMania. C'est aussi les costumes qui sont à nouveau très dans l'emphase d'année en année sur WrestleMania. Ils sont plus calmes le reste du temps, donc ça aussi j'apprécie. Et puis globalement, le monde était là. J'ai bien vu qu'il faisait froid. On a bien vu, hein, il y avait malgré tous les efforts, toute la durée du show, on a bien vu que tout le monde n'était pas forcément en sueur, donc c'est que la température devait pas être très haute. Mais non, moi j'ai bien aimé le décorum, j'ai bien aimé l'arrivée de Triple H qui a eu aussi une belle pop encore. Donc tout se lançait pour moi sous les meilleurs auspices. Effectivement, les bonnets à la fin étaient de sortie, puis il y avait du vent. Il y avait du vent, hein, parce qu'on était pas loin du fleuve là, et c'est vrai qu'on voyait les cheveux voler. Et on sentait qu'il faisait froid. Il faisait froid. Et Michael Cole nous l'a répété suffisamment tout au long de la soirée. On espère que ce soir, il fera un petit peu plus chaud, mais on est là pour parler de la nuit 1. Et l'opener, c'est tout simplement Rhea Ripley qui défend son titre face à l'Irlandaise Becky Lynch. Et on sait que voilà, cette route, cette feud, cette rivalité nous a un petit peu déçus parce que l'affiche était déjà faite, était déjà prête depuis des mois et des mois. Et on se reniflait un petit peu à l'arrière-train sans trop vraiment nous emballer plus que ça. On a essayé de trouver des angles pour cette rivalité, mais finalement l'affiche se suffisait tout simplement à elle-même. Je pense qu'on peut dire ça, c'est tout simplement une passation qui va être faite ce soir. Rhea Ripley qui arrive avec le groupe qui interprète son theme song. Hein, pour la petite info, Rhea Ripley, elle était fan de ce groupe depuis le lycée. Et elle leur a demandé si elle pouvait lui faire son theme song et si elle pouvait venir à WrestleMania. Et ils ont accepté. J'ai trouvé que c'était pas mal, là, ces GOAT qui étaient en colère. Grosse entrée pour Rhea Ripley. Becky Lynch, elle nous a fait la promo de son bouquin. On avait des extraits en 3D ainsi que des extraits lus par Becky Lynch, hein, des audiobooks. Hein. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez écouter aussi le livre de Becky Lynch. Belle entrée également donc pour les filles. Et puis le match va commencer. Alors, Becky Lynch avait une angine. Ça, je sais pas si vous étiez au courant, mais Becky Lynch, voilà, elle s'est Elle s'est m'avait pas battue en dit non. temps, voilà. Non, elle t'avait pas dit, voilà. Elle aurait pu venir avec Non, non. un tour de cou, peut-être. Un Ouais. tour de cou. Mais elle était, Ou une c'est vrai que dans son. ordonnance. Une ordonnance, effectivement, une ordonnance. Et puis c'est parti. C'est parti. L'Irlandaise qui va beaucoup se focaliser hein, sur la blessure de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, elle qui ne va pas se laisser faire. Ça va être des phases de domination qui vont s'échanger à tour de rôle. On a eu notamment un tornado DDT, une grosse descente de la cuisse de la part de Becky Lynch.
Rhea Ripley a fini par reprendre le contrôle, notamment avec ce gros coup de genou là en pleine face et une série énorme là, de powerbombs assez impressionnante. On s'échange et on se rend coup pour coup. Les disarmeurs de Becky Lynch est contré à plusieurs reprises, notamment transformé dans la prise de soumission de Rhea Ripley qui plie la pauvre Irlandaise en 2, en 3, en 4. Et puis, on a eu cette séquence finale assez sympa où, alors que Becky Lynch voilà, s'apprêtait à placer un super Manhandle Slam depuis le turnbuckle, eh bien, il est tout simplement contré en double Riptide, le premier sur le turnbuckle. On ne l'avait jamais vu celle-ci. Et derrière, le second Riptide en plein milieu du ring pour tout simplement la victoire de Rhea Ripley, la victoire de Mami qui conserve. La passation est faite sous nos yeux pour cet opener. Alors, Raphaël, est-ce que ce match nous a réchauffé? Est-ce que ce match nous a apporté des petits degrés qui nous manquaient là? Eh ben, écoute, ce match, j'aurais adoré le voir avec toi en commentateur, Irem, parce que là, tu m'as presque donné envie. Mais concrètement, dans les faits, non, j'ai pas réussi. Ce match ne m'a pas rentré dans WrestleMania. Ah mince. Ouais, j'ai trouvé, mais ça devient un peu récurrent, hein. Je trouve que les matchs féminins et ceux en fait, ceux de Rhea ces derniers temps et ceux de Becky aussi ces derniers temps sont des matchs un peu propres, mais sans trop de folie et sans une exécution incroyable. Honnêtement, tu as bien décrit ce final qui était bien trouvé et qui sauve pour moi la Ouais. perception globale. Ces double Riptide étaient vraiment impressionnants. Avant ça, je me souviendrai de pas grand-chose, hein, je pense, de ce match dans un mois ou 2 mois. Et donc pour moi, la mission est un peu ratée. Et je trouve que Rhea Ripley, de manière générale, bah, ces matchs de WrestleMania, bah voilà, on sait qu'il y en avait eu des difficiles un peu contre Charlotte où c'était pas le feu comme on pouvait l'espérer. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle fait l'opener, je crois, dans WrestleMania. Bon, sinon je suis content du résultat. Moi, je pense que Becky et donc tu le confirmes en plus avec ses petits soucis de santé mérite plutôt de prendre un petit peu de repos peut-être. Hmm. Et Rhea est un peu une Roman Reigns au féminin, hein, dans le sens où si elle fait 3 ans de règne parce qu'on n'a toujours pas, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, parce qu'on n'a toujours pas trouvé qui, qui la faire battre, tu vois, c'est pas grave. Enfin, on peut garder des règnes très longs à quelqu'un si on n'a pas de meilleur adversaire. Et Becky Lynch, pour le moment, me paraît pas être une catcheuse qui peut réembrayer sur un long règne, enfin sur un règne tout court. Donc, enfin voilà, voilà, que ce soit des Gunther, que ce soit des Roman Reigns, que ce soit des Rhea Ripley. On a eu Bianca Belair pareil pendant très longtemps. Bah, gardons les règnes tant que le champion marche. Alors je sais qu'il y a des discussions parce que Rhea elle est mi-heel, mi-babyface, hein, donc c'est pas un placement très très logique. Mais le fait qu'elle conserve me plaît bien. Le fait qu'elle continue un règne qui va passer dans une deuxième année, ça va. Sur le match, bon, j'ai pas été très marqué, non. Ah, et Peut-être. toi alors, Géliane, est-ce que tu as eu ces deux, trois petits degrés là quand même qui sont remontés ou ça t'a laissé complètement froid cet opener? Je rejoins complètement Raphaël dans l'analyse. Aïe aïe aïe, sortez les bonnets, sortez les moufles. Et Mm. ouais, et j'irais même un poil plus loin, mais pour déjà reprendre un peu sur le match, j'ai pas eu de moment waouh pendant tout le match. Effectivement, Hmm. il y a eu, et heureusement d'ailleurs, ce double riptide avec cette spécificité sur le turnbuckle. Le reste du temps, j'ai trouvé ça assez paresseux. Et en fait, enfin, moi, je l'analyse parce que, enfin, de la manière suivante, c'est que je trouve que Becky n'est pas au niveau aujourd'hui à 100%, je trouve, de ce que proposerait une Rhea à 100%. Je veux dire qu'à aucun moment, une Rhea à 100% avec son côté heel, le côté babyface étant plutôt assuré hors ring, c'est-à-dire sur ses interventions où effectivement elle a un gros succès, Hmm. ça, il n'y a pas de souci, entretenu par les réseaux, ça, il n'y a pas de problème. In-ring, elle reste quand même une heel, tout ce qu'il y a de plus heel, et une Rhea heel à 100%. Moi, ce que j'ai l'impression que ça m'a donné, c'est qu'elle mangeait Becky de n'importe quelle manière, quoi. Et que du coup, j'ai eu l'impression d'avoir une Rhea Ripley à 50% ou à 75%, et ça n'a pas fait un gros match, quoi. Ça n'a pas fait un gros match avec une Becky qui paraissait pas capable de gagner à aucun moment, même s'il y a eu quelques éléments qui ont pu, quelques disarmeurs ou autres.
Et du coup, je suis pas rentré dans le match parce que manque d'intensité, parce que j'ai pas été embarqué ni dans la feud, ni dans l'histoire qu'elles nous ont raconté in ring. Et à la fin, bah voilà, évidemment que Rhea Ripley, et heureusement même que Rhea Ripley gagne, et que Becky aille se reposer, parce que pour moi, c'est pas du niveau d'un WrestleMania. Voilà, très clairement, c'est pas du niveau d'un WrestleMania. Et Rhea Ripley, si on veut qu'elle donne le maximum, et je pense qu'elle a le physique, la technique, elle est capable de faire des trucs qui sont assez dingues. Il faut un adversaire qui, aujourd'hui, enfin, ça n'allait pas. Becky, ce n'est pas l'adversaire qu'il faut pour Rhea Ripley pour qu'on puisse en avoir plein les yeux, quoi. Il y a largement d'autres choses qui arrivent, et notamment Jane Cargill, pour pouvoir éventuellement aller faire des matchs d'un très très haut niveau. Et du coup, ça ne revalorise pas pour moi non plus la scène féminine parce que voilà, parce qu'il en manque. Oui, effectivement, un match assez convenu, un résultat sans surprise, et puis voilà, une passation de pouvoir voilà, sans perte ni fracas pour Rhea Ripley, effectivement, qui est venu pointer, hein, tout simplement, qui est venu pointer et puis repartir avec la ceinture qu'elle avait Et déjà en arrivant. Je vous un rejoins effectivement. Ouais. excuse-moi, un tout petit complément. Ah, J'ai même vas-y, le sentiment d'un complément petit d'info. déclassement de Becky à l'issue de ce match. C'est-à-dire que je vois pas à quel moment elle pourrait revenir, reprendre Rhea quoi, en l'état, quoi. Ah Et bah là, de donc, toute façon, il faut qu'elle parte en vacances, ça c'est sûr. faut qu'elle parte en vacances, mais là, elle est en dessous, quoi. Elle passe, Elle se par retrouve rapport un à elle passe très peu. en dessous, quoi. Ouais, elle se retrouve un peu dans presque la position qu'elle avait déjà quand elle était allait faire une pige à NXT. Voilà, sans gros programme. Donc elle allait un petit peu aider les copines, voilà, les rookies à NXT. Puis elle est revenue voilà, pour le programme de WrestleMania. Mais finalement, c'est vrai qu'elle est. Becky Lynch, quand elle n'est pas au bord du précipice, quand elle n'est pas un peu bousculée, quand elle est The Man, avec ce gimmick, côté The Man, mais que tu n'as plus rien à prouver et que finalement t'as pas grand chose, t'es pas très motivé en plus, ça n'avait pas l'air super motivé, super convaincu par cette rivalité. Mm, C'est mm. vrai que le match est aussi convenu que l'affiche le laissait de présager. Donc on reste déçu parce qu'on aime bien être surpris, hein. Parfois dans les pay-per-view, on est surpris, le match délivre plus que l'affiche ne laissait croire. Mais pour ouvrir ce show, on l'ouvre de façon tout à fait convenue. Mais derrière, on envoie le lourd, la cavalerie, la division tag team au grand complet ou presque, puisque 6 équipes se sont qualifiées pour tenter de décrocher non pas un, mais 2 titres détenus par le Judgment Day, les titres tag team de Raw et de SmackDown. Petite spécificité, les 2 paires de titres sont suspendus au-dessus du ring, ce qui signifie que 2 équipes peuvent gagner. Alors la surprise n'est pas totale puisque ça a été éventé par Michael Cole la semaine dernière. Peut-être même, je trouve que c'est tout à fait dommage puisque finalement, ça aurait été une petite surprise sympa, même si on aurait pu l'envisager, mais une surprise sympa de voir les 2 paires de ceintures suspendues avec voilà, l'officialisation par Samantha, tout simplement, qui a fait qu'on salue. D'ailleurs, on en profite avant qu'on oublie Samantha, la reine, hein, de ce WrestleMania. Elle a commenté et introduit tous les matchs de cette nuit 1 et visiblement elle Complètement va dingue, ça. continuer pour la nuit 2 et c'était beaucoup d'émotions pour Samantha. Qui donc, du coup, n'aura pas de surprise à nous offrir puisqu'on est déjà au courant pour cette stipulation, ce format spécial très particulier pour les divisions tag team. Et donc, le Judgment Day va devoir tout simplement récupérer les 2 titres. Et là, il y a du monde, puisqu'on a Awesome Truth, DIY, les New Day, Austin Theory et Grayson Waller et les New Catch Republic. Et évidemment, le Judgment Day représenté par Damian Priest, Senior Money in the Bank et son poteau, Muchachos, Finn Balor. Évidemment, tout le monde saute sur le Judgment Day. Notre ami Damian Priest va avoir fort à faire puisque tout le monde lui saute dessus. Ça part très rapidement en tentative d'escalade, hein. On a rapidement plusieurs échelles qui sont installées. On a 3 échelles qui sont installées pour aller chercher tous les titres, hein. Finalement, on peut partir. On a plusieurs occasions de gagner. Voilà, il y a plusieurs gagnants ce soir. On a des spots qui vont être assez impressionnants. Là où on va rapidement être peut-être surpris, c'est que les titres de SmackDown vont rapidement être décrochés par Austin Theory et Grayson Waller. Eh oui. Alors je vais mentir en disant presque dans la différence la plus totale,
Mais moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'a tellement surpris, c'est tellement tôt dans le match que j'ai fait ah oui, d'accord. Bon, bah ça c'est fait. Et puis après, ils sont repartis. Grayson Waller et Austin Theory, on les a pas vraiment, enfin, on les a revus évidemment un petit peu après, mais c'était ce premier titre, ce première paire a été décroché. Mais le match, évidemment, s'emballe. Surtout à ce moment-là, on a notamment des séquences assez dingues où tu as, alors je sais plus qui, je crois que c'est entre Gargano et Pete Dunne, où le chope est par-dessus la troisième corde et puis il faut une descente assez incroyable où il lui brise la nuque à travers la table, qui était assez dingue. On a eu aussi qui a fait l'avion avec l'hélicoptère avec l'échelle. Ah bah, c'est peut-être son pote Tyler Bates, c'est du genre à Ouais, faire ça c'est le ce genre de Tyler conneries. Bates. C'est Ouais, sa Tyler prise. Ouais. Bates qui fait l'hélico. Donc Mm. voilà, il s'est dit peut-être qu'il allait réussir à s'envoler pour aller décrocher, décrocher les étoiles et la ceinture. On a eu évidemment R-Truth qui nous a fait son John Cena sur Finn Balor en plaçant tout l'arsenal voilà, du 16 fois champion mondial. DIY, il y a Some Truth qui ont fait pas mal équipe ensemble. Les New Day étaient là également. Moi, j'avais mis une petite pièce sur les New Day, mais les New Day, ils vont repartir bredouille, puisque tout le monde va tenter des moves assez risqués pour aller décrocher ces titres de Monday Nitro, hein, qui restent tout le temps suspendus, avec pas mal de tables qui sont installées, pas mal de tables qui vont être brisées. On a notamment R-Truth qui va tenter à un moment donné de remonter donc sur l'échelle. On arrive sur la fin de ce match. Et puis c'est JD qui va venir épauler le Judgment Day et qui va choper R-Truth et le balancer en lui plaçant son Devil Inside. Qui le balance de l'autre côté de l'échelle. Avant ça, c'était Ciampa qui s'était débarrassé de Tyler Bates en faisant un énorme white nose depuis l'échelle. On a fait beaucoup de prises Incroyable, depuis incroyable. le white nose qui était assez dingue d'ailleurs. En petite pensée avec Sheamus, voilà, qu'on ne verra pas ce soir. Oui, il manque notre autre Irlandais, parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais à la WWE, notre autre Irlandais préféré. Bon, Grayson Waller et évidemment, et Theory tentent également de choper les titres, mais ils n'y arriveront pas, je vous rassure. McDonough, donc, il est tout simplement mis hors jeu un petit peu plus tard. On a une grosse crucifix bomb hein, sur Kofi là, qui est balancée sur la chaise, qui est énorme hein, de Senior Money in the Bank. Et puis Priest et Miz montent après l'échelle. Alors là, je sais pas vous, mais on a eu peur. On a eu peur parce qu'il y a un défaut technique. Une échelle d'IKEA là, qui a été placée, une instabilité sur une des échelles, puisqu'on avait la patte branlante d'une des échelles qui manquait voilà, de s'effondrer sous le poids des catcheurs. On avait d'ailleurs Damien Priest, je pense que Damien Priest n'a toujours pas compris ce qu'on essayait de lui faire comprendre, parce que même les arbitres tentaient de lui faire passer le message. On a vu plusieurs fois Quel les grand arbitres. geste. Oui, limite lui tirer la patte à un moment donné. Il y a Jessica, non pas Rabbit, mais Jessica l'arbitre, qui tirait le pantalon de Damien Priest. Oui, c'est cadeau. Qui tentait de dire arrête, fais pas le coup, monte pas l'échelle. Alors, bah, attends, je dois monter l'échelle, mes ceintures sont là-haut. On a évité l'accident parce que Damien Priest finalement a changé d'échelle en repoussant R-Truth avec un double A à l'extérieur. Hein, la prise de Cena qui se retourne contre R-Truth. Non, enfin, R-Truth qui place le double A pardon, sur Damien Priest plutôt. Excusez-moi. Et c'est R-Truth qui monte l'échelle et qui décroche les titres par équipe avec le Miz. Et on a donc deux nouvelles équipes championnes. Monday Night Raw est dorénavant représenté par Awesome Truth. Et SmackDown est dorénavant représenté par Grayson Waller et Austin Theory. Bon, là, je sais pas vous, mais quand même, là, on est remonté un petit peu en chaleur, là. On a eu des frayeurs. Génial. Ah non, on est remonté en chaleur directe et je vais même aller un peu plus loin. Hein. Je pense que c'est carrément mon show stealer. Le fameux, ça y est, c'est balancé. On Sitôt. balance les choses. Sitôt, exactement. J'ai adoré ce match. Je pense que dans la construction, je reviens sur ce que tu as dit, le fait que Grayson Waller décroche si tôt finalement la valise, la mallette, pardon, enfin la ceinture, pardon. Ça Parce qu'en plus, il y avait des mallettes, c'était un on peu vous a trop pas tout tôt. dit. Voilà, on le garde pour la fin. C'était un peu étrange. Ça aurait pu se faire plus tard, compte tenu que ça apportait pas grand-chose finalement. Mais non, tout le déroulé, il y a eu des spots incroyables avec les échelles, le white nose dont tu as parlé là.
Moi, j'ai une pensée toute particulière parce que le DIY, je suis grand fan. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa ont encore fait, je trouve, des moves et un match qui aurait mérité sans doute plus. Ce n'est que partie remise, selon moi. Mais en tout cas, tous les acteurs ont été très investis et j'ai trouvé ça vraiment un superbe match. Et puis avec une stipulation qui est sympa, qui est tout ce qu'on veut. Donc moi, vraiment, j'ai adoré. Et aussi une petite note pour R-Truth qui nous a fait son fameux je suis en dehors avec je tiens la ficelle pour rentrer et faire le tag. Ça aussi, c'est encore assez incroyable. Et il y a eu plusieurs moments très fun sur le match. Il n'a pas non plus donné sa part au chien sur tout ce qui a été prise et autres, et intervention, et même intervention physique. Non, gros match à 8 catcheurs qui ont tous 10 catcheurs, pardon, qui ont tous bien donné de leur personne. 12 catcheurs. Un match vraiment fou et qui m'ont complètement lancé dans ce WrestleMania nuit 1. Bah, ils l'ont tellement lancé Géliel que Géliel, on ne l'entend plus beaucoup. Ils l'ont balancé dans un puits. Géliel, il va falloir rebrancher les micros. C'est WrestleMania. Il faut sortir le grand jeu. Je ne sais même pas s'il m'entend. En tout cas, toi, mon ami Rafa, tu dois m'entendre. JD McDonough, il s'est pris un énorme bump à travers la table. Waller, il a failli mourir à travers une échelle. Dunn et Bates, ils ont été brutalisés par Damien Priest. On a eu de la destruction, c'est ça qu'on veut aussi pour ces matchs à échelle. Ah oui, bah là, la stipulation a clairement rempli sa mission, comme le disait notre pauvre ami Géliel qui se perd dans les comptes. Oui, un Styx Tag Team Match, ça fait 12, tu as raison. Il y avait bien 12 catcheurs. Après, si on compte les morceaux à la fin, je sais pas, ça faisait peut-être juste 8 ou 9 garantiers. Mais non, c'était. Je conçois tout à fait que ce soit un très bon match, très plaisant. Show Stealer, j'irai peut-être pas jusque-là avec Géliel. Moi, je pense que cette histoire de scission, quand même, des ceintures, ils l'ont mal exécutée. Déjà dans la préparation. Alors, tu vois, moi, je me suis fait un petit peu avoir par surprise. J'avais pas eu trop l'info de Michael Cole. Ah bah tant mieux. Oui, tant mieux. Et en même temps, elles ont été fusionnées il y a à peu près un an par notre ami, un an ou deux maintenant, par les Usos. Ouais, 2 ans en fait. 2 ans, pardon, 2 ans. Les ceintures tag team ont été fusionnées il y a 2 ans par les Usos quand ils avaient battu RK Bro. Donc les Usos ont été champions longtemps. Il y a eu le Judgment Day, il y a eu donc Owens et Zayn. Et je sais pas, l'idée de les reséparer, pour moi, il faudrait qu'il y ait un vrai motif, qu'on nous l'explique. J'aurais aimé bien qu'Adam Pearce nous en parle, que Finn Balor et Damian Priest râlent. Et là, du coup, ça tombe un petit peu du chapeau. Pourquoi on sépare les ceintures et donc les titres. Et ça paraissait assez improbable qu'une seule et même équipe arrive à décrocher les deux. Ils auraient pu faire le segment facile d'avoir deux équipes qui décrochent chacune sa ceinture en même temps. Ils l'ont pas fait. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un drôle de sentiment parce qu'à la fin, c'est R-Truth et le Miz qui gagnent. C'est cool, on est content pour eux. R-Truth, 52 ans, champion tag team, c'est assez incroyable. Ouais. Le Miz peut lui dire merci aussi, hein, parce que c'est pas honnêtement ce que le Miz a fait comme boulot ces derniers mois qui mérite d'être dans un WrestleMania moment en haut d'une échelle. Mais on a quand même, et moi je pense à eux, deux petits jeunes là, Theory et Waller. Theory dont on dit qu'on n'arrive pas vraiment à le garder au niveau, Waller qui débute, qui sont champions à WrestleMania, et en fait ils n'ont pas du tout de WrestleMania moment, c'est-à-dire qu'on n'entend même pas leur musique, on les voit même pas célébrer à la fin, ils sont juste gisants sur l'extérieur. Donc ce qui était probablement une bonne idée, je pense que si nous on nous avait proposé il va y avoir les deux ceintures et tout ça, on aurait peut-être dit oui, mais en fait c'est le truc où on se rend compte à l'exécution, ou alors il faut avoir l'idée scénaristique folle qui fait que ça se légitime, mais là voilà, donc j'ai hâte vraiment de voir SmackDown et j'ai hâte de voir les deux petits jeunes pérorer un petit peu, profiter de leur moment de gloire, parce que là ils l'ont pas eu, dommage pour eux. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est cette impression-là, en fait, c'est pas tant le fait qu'ils la chopent rapidement que du coup après on les a oubliés, quoi. Effectivement, après on les a oubliés. Tu as raison, il y a deux choses. Les deux GM se sont suffisamment cherché des noises pendant des mois en nous parlant de Raw versus SmackDown. On nous avait un peu commencé à nous teaser qu'il allait se passer des choses. On avait commencé du coup à imaginer cette scission des titres. Et finalement, c'est vrai que ça n'a pas été justifié. Ça n'a jamais été justifié. Et c'est dommage. C'est dommage. On a eu un excellent match. Attention, on a eu un excellent match qui a répondu vraiment
qui a répondu présent à la stipulation du ladder match. Il y a eu de la destruction. Moi, franchement, je trouve que, enfin, chapeau sur les corps meurtris et sur finalement la partie suicidaire de la vie d'un catcheur. Voilà, quand même, il y a eu des nuques qui ont eu chaud. Voilà, voilà, il faisait froid à Philadelphie, mais là, je pense qu'il y a eu des nuques qui ont eu chaud. On a rigolé en plus avec R-Truth qui était la caution marrante. On a eu un peu une petite vibe NXT aussi. Il y a eu une petite vibe NXT dans ce match avec toutes ces équipes du show jaune et noir qui sont là pour représenter aussi le futur. Et c'est vrai qu'on aurait aimé aussi Grayson Waller et Austin Theory. On les voit un petit peu plus fanfaronner, repartir en même temps que les autres finalement, comme étant champions, et puis avoir une image sympa où les deux se chauffent, où les deux équipes repartent en même temps. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas. Du coup, on s'est privé de spots iconiques qu'il aurait pu avoir avec justement ces deux paires de ceintures suspendues, quoi. On se rappelle tous de tous ces catcheurs qui restent suspendus Dans le vide. Dans le vide avant de se prendre un bon gros spear. Je sais pas, il y aurait pu avoir un truc comme ça, toi, avec des équipes, plusieurs équipes suspendues en même temps et. T'as raison. Ouais. Ça arrive pas tous les 4 matins, cette situation-là. Et ça arrive tous les 10 ans, peut-être. Donc, donc effectivement, on a loupé 2-3 trucs. Mais bon, allez, le match en lui-même était plutôt cool. C'est notre show stealer pour l'ami Géliel, qui en plus a retrouvé son micro pour la peine. Là, il s'est reconnecté au studio. Les potards sont à fond et on va pouvoir attaquer à la Latino Hit, la Latino Connection, puisque je vous ai... oui, hola muchachos. Comment ça va, muchachos? Rey Mysterio, et donc avec Andrade et non pas Dragon Lee, accompagné de toute la clique de la LWO face à Santos Escobar, et Dominic Mysterio, accompagné de toute la clique de la Legado del Fantasma, s'en faisait du beau monde autour du ring. Dragon Lee est resté chez lui pour se soigner, pour se reposer. Pareil, un match un petit peu booké à la dernière minute, alors que bon sang, cette rivalité... Elle dure depuis beaucoup trop longtemps. On arrive à WrestleMania et on se retrouve, messieurs, avec une configuration qu'on n'aurait pas vraiment pu deviner 48 heures avant le match. On imaginait tout, du 5v5, du gros bordel dans tous les sens. Et finalement, c'est un chimie de 2v2 avec, mine de rien, quand même, au milieu, deux petits duels assez intéressants pour qui veut bien s'y intéresser. On a évidemment un Rey Mysterio versus Dominic Mysterio. Presque, je vais pas dire que je vais appeler partie 2, mais une partie 1.5, on va dire, suite de leur premier duel l'année dernière. Dominic Mysterio, on s'en souvient, avait fait bonne impression. Il sortait de prison à l'époque. De l'eau a coulé sous les ponts. Il faut laisser une seconde chance, ou une troisième, ou une 10e chance aux jeunes. Et on avait aussi un petit Andrade versus Escobar. Alors ça, je le place pour notre ami Rafa. Je sais que lui, il regarde ça avec un œil très intéressé. Un match qui, ma foi, était assez classique au début, qui a attendu la fin pour s'emballer, avec notamment un 619 placé par Rey Mysterio. Andrade au top. Ils sont plusieurs, ils sont beaucoup à être allés à la salle. Je sais pas, une remarque globale, une autre remarque générale. Ils sont nombreux à être allés au Performance Center pour s'entraîner, parce que les mecs et les filles étaient dans une shape incroyable. Andrade, j'avais pas souvenir qu'il était aussi massif et aussi grand. C'était pour ça que manger de la viande avec à la salle. C'est peut-être pour ça que Rafa s'en souvient, ça l'avait marqué. Moi, tout petit, moi, un petit santon, un santon mexicain comme ça qui se déplaçait en faisant arriba. Mais non, en fait, j'oserais pas lui faire la blague devant lui, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Même en étant loin derrière, j'oserais pas, parce que quand il fait sa prise là où il met un grand coup de coude. Alors que tu penses l'avoir évité, puis se retourner et te met un grand coup de coude, notre ami Dominique, il l'a bouffé. Dodo, il aurait pu faire dodo sur ce coup-là, parce que franchement, c'était violent. Il a des trapèzes, il a des coudes énormes, vraiment impressionnant. Belle entrée aussi, avec évidemment les masques et tout, ça c'était sympa. Dominique, Rey Mysterio qui nous a... Alors, je sais pas, Rey Mysterio, vous avez compris ça? Parce qu'il fait toujours des hommages en termes de costumes. Aux différents WrestleMania, là j'ai pas très bien compris. J'ai l'impression qu'il y avait des fusées en plus dans le dos. J'ai pas vu. J'ai pas, voilà. Si vous avez, chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez la ref, n'hésitez pas à nous la partager. Angel Garza qui s'implique, et oui, voilà, je vous ai dit, toute la clique était là, alors que Rey Mysterio était en train de se chauffer. Santos en profite pour attaquer Rey Mysterio, une super rana, mais ça ne suffit pas.
On a également Elektra Lopez qui vient chercher des embrouilles et Zelina Vega qui vient s'en mêler avec un petit moonsault. Voilà, tout mimi, hein, pour la peine, Zelina Vega, celle le santon mexicain peut-être. La WO et la Legado del Fantasma, évidemment, c'est le gros bordel en ringside. Tout le monde se balance, ça saute dans tous les coins. Je serais presque tenté de dire, enfin, ça y est, on a notre nos Lucha Things, nos fameuses Lucha Things. Ça part dans tous les sens. Santos qui veut réclamer une chaise. Dominique prend la chaise, mais quand soudain, 2 catcheurs masqués et encore plus massifs que tous les autres arrivent. Ils ont la grosse bedaine. À ce moment-là, je sais pas vous, mais moi je me suis dit, ah, mais c'est des mecs d'une ligue mexicaine, c'est pas possible, ils sont de la CMLL ou quelque chose comme ça. C'est des darons du catch qui viennent, voilà, tout barbus, avec la grosse bedaine, mais qui font tous 1m95 et qui viennent donc attaquer Dominique Mysterio. Ils sont masqués également, le 619 du papa sur le fiston. Et Santos, hein, c'est le double 619, et derrière le splash sur le pauvre Santos pour la victoire de Rey Mysterio et Andrade. Derrière, on comprend qui sont les catcheurs sous les masques. Et bien, les catcheurs sont des footballeurs américains de l'équipe de Philadelphie, les Eagles. Jason Kelce, le beau-frère de Taylor Swift, pour ceux qui suivent ce qui se passe dans le monde des people, et Len Johnson, qui sont voilà, des gardes, hein, des mecs qui sont là pour protéger les quarterbacks, donc des mecs costauds, hein, des mecs d'1m90, 150 kilos, et c'est pas des darons du catch, mais c'est des darons du foot américain. Alors, Rafa, j'ai parlé beaucoup de toi là pendant ce match, parce qu'on avait quand même ton chouchou, Andrade, il revient à WrestleMania, alors convaincu pour le retour d'Andrade. Ah, si, señor, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, latino? Oh là là. Oh là, il est bilingue. On a des bilingues ici à Ketchup. On a des bilingues. Ouais, bah écoute, comme tu l'as dit, c'était une feud un petit peu rushée, surtout le Ouais. fait qu'on reprenne quand même la feud entre papa et fiston Mysterio, qui est un truc un peu historique et qui va, enfin voilà, ça va, c'est légendaire à la WWE. C'est un peu tombé c'est un peu tombé du camion cette histoire. Et puis voilà, Dominique il est là et Ray Ray sont là sans trop. Pour moi, les vraies attractions, c'était plutôt les deux autres, hein, clairement. C'était Santos et c'était Andrade, évidemment. Alors, Andrade très, très taillé et magnifique. Très stiff, ouais, j'ai beaucoup aimé là, ce coup de coude là, dans la tempe, là, dans la carotide Ah ouais. même. Ah, ça, c'est. Allez. Ça, c'est... Non, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un très bon match, vraiment très chouette. C'était un peu ce que j'espérais, c'est-à-dire il faut les foutre. Il fallait qu'il y ait une espèce de latino-explosion. Ils ont tous eu leur petit moment sympa. Alors le fameux, comment il appelle ça, là, le petit, celui qui saute depuis, qui rebondit sur la corde pour sauter sur ses adversaires, là, c'est son Ah petit oui. buzz moment là. Il a Joachim pas. Wild, ouais, Ouais, excellent. voilà. C'était sympa de l'avoir fait, mais je trouve qu'on l'avait déjà un peu trop vu là. Et ça a peut-être pas eu Oui, l'impact que j'espérais. Mais et puis les filles, c'était quand même un peu raté. Enfin, il y a eu les coups de Azelina, le pied. moonsault, c'est un peu à côté. Ouais, puis le Big Boot à un moment donné là qui arrive assez loin quand même et bon elle casse une table, ok, si on veut, mais j'ai trouvé que c'était vraiment sympa et c'était vraiment dans l'esprit de ce qui venait de se passer juste avant en tag team. Là il y avait un peu de la folie, ça partait dans tous les sens. Je suis content que ça mette tous ces gens là en avant. Après Ouais. voilà, on a gaspillé quelque part le scénario pour voilà, c'est-à-dire ça a peut-être plu aux 70 000 personnes dans le stade, ces joueurs de foot de Philadelphie, mais les millions and millions, comme dirait le Rock, qui ont vu ça worldwide. Et puis on sait qu'à WrestleMania, en plus dans les tribunes, il y a du français, il y a de l'irlandais, il y a du costaricain, il y a tout ce que tu veux, on a vu les drapeaux. Je pense que nous, on a su, parce qu'on nous a dit aux commentaires, mais si on avait payé notre place, là, s'il y avait eu Giscal et toi, Irem, backstage, je pense que vous auriez rien compris. Ah, De qui est... détrompe-toi, je suis un grand sueur de football américain. Je Ah, vous aurais expliqué, évidemment. Je vous pardon. aurais expliqué qui étaient ces joyeux loupards. Mais je comprends, tu as raison. Ouais. Enfin, ça s'est passé au-dessus de la tête de 90% des gens qui étaient là, ça c'est clair. C'est ça. Mais sinon, je trouvais qu'il y avait pas mal de petites choses dans le match, justement, ouais, des interactions, des clins d'œil, le père et le fils qui se sont recroisés, Ouais. Andrade qui a croisé Santos. Enfin, il y a un vrai esprit. Et puis, bon, derrière tout ça, il y a toujours Carlito qui a évidemment une gueule de félon. Et je serais pas surpris qu'on ait bientôt des infos. Mais voilà, c'était pas son soir. Lui, il était en retrait plutôt. Ouais. Et il a eu la bonne idée de venir en t-shirt. Donc, lui, Ouais. il avait pas très froid. Ou Géliel, alors. il avait pas une bonne shape, peut-être. Ouais, oui, c'est ça, c'est le seul qui n'était pas allé au Performance Center. Géliel qui revient du Performance Center justement pour être à la hauteur de ses stars, les stars qu'il préfère. Est-ce que voilà, ce petit lucha moment, est-ce que ça t'a réchauffé? Ça y est, on remonte un petit peu en température aussi? Oui, ça continue. On était parti sur le match précédent sur un bon niveau. On a maintenu ça.
On aurait pu faire un peu plus parce qu'il y avait quand même du monde autour du ring. Alors c'est parti à la bagarre, mais on aurait peut-être pu le faire un peu plus, je pense. Sinon, in-ring, c'était très costaud et je trouve que Andrade a éclipsé pas mal de choses par sa shape, par ses mouvements. On aurait pu en faire peut-être un peu plus sur la partie Mysterio, mais pas forcément, voilà, parce qu'il y avait quand même aussi cette histoire-là qui était dans le tas. Ouais. Non, le match était intéressant. Ça aurait pu voltiger un peu plus. Je reste un peu sur ma faim, en fait, pour être clair. J'en attendais encore un peu plus parce que j'aime bien cette partie luchador. Alors, même si on a du luchador ancré dans le sol, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Où c'était un peu moins aérien que d'habitude. Très content pour Rey Mysterio, comme d'habitude. Et puis, démonstration de Andrade qui, je sais pas quel est son programme pour la suite, mais là, on voit qu'il pourrait, s'il arrive à sortir de la gimmick Luchador, LWO, etc., etc., il y a peut-être moyen qu'on puisse le retrouver positionné ailleurs et au-dessus, Ouais. et dans la carte, et dans les objectifs, ceintures et autres. Très grosse année pour Andrade, j'en fais le pronostic. Ouais, je l'espère également. Ouais, c'est vrai qu'il était. C'est Running Knee, là, c'est incroyable, hein, quand il décapite Dominique, là, quand il fait les genoux, là, jeté en avant après cette course folle. T'as pas intérêt à bouger la tête, hein, quand il arrive vers toi et qu'il fonce les deux genoux en avant. C'est assez Oh là là. impressionnant. Bah écoutez, c'est vrai que le match a duré 11 minutes, hein. C'était assez rapide, assez expédié. Finalement, on n'a pas eu la grande folie, la grande fiesta, Lucha Libre et Latino Hit. C'est vrai que peut-être on aurait pu reprendre 5 minutes de plus avec quelques spots de folie. Surtout qu'il y avait du beau monde. En plus, est-ce que ça marque? Oui, ça marque certainement la fin de cette rivalité de façon qui était un peu tiède entre Rey Mysterio et Santos Escobar. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Je veux dire qu'à un moment, il va falloir que ça se termine, qu'on puisse passer à autre chose. Bon, écoutez, une fois de plus, le match n'était pas forcément celui qu'on attendait, mais ils ont tiré le mieux de ce qu'ils avaient pu tirer, je vais dire, avec le temps qu'on leur a donné. Il y avait du monde à satisfaire. Et puis, bah, on a vu ça. Zelina est trop contente de retrouver Andrade. Donc, finalement, c'est ça qui compte, je pense. C'est ça qui compte. Deux qui étaient pas contents de se retrouver, c'est Jay et Jimmy. Aïe, aïe, aïe. On est dans la ville de l'amour fraternel, je vous rappelle. Et là, ce soir, il n'y aura pas que de l'amour. Pas que de l'amour entre les deux frangins. On a eu droit à un super package vidéo pour présenter, voilà, mettre en effet miroir bah voilà, le voyage de Jay et de Jimmy, hein, liés par le sang, et qui finalement voilà, se présentent comme étant le gardien l'un de l'autre de frères, et à la fin qui expliquent qu'ils ne sont plus les gardiens l'un de l'autre, ils sont plus là pour se protéger mutuellement. Leurs chemins se sont séparés, ce soir, leurs chemins se recroisent à WrestleMania dans un match, une fois de plus, je serais tenté de dire un match qu'on n'espérait plus, hein, puisque la rivalité, la feud euh, fratricide entre les deux frères, évidemment, hein, c'est ce qui arrive quand c'est quelque chose est fratricide, avait été Souvent, mise un petit peu, c'est très, très très souvent, c'est très rare que c'est pas le cas, en tout cas, avait été mise un petit peu de côté, et puis c'est revenu d'un coup, et ça va peut-être expliquer, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais effectivement, bah, peut-être un match qui n'était pas à la hauteur de l'événement. On a eu petite apparition de Lil Wayne, voilà, une espèce de petit canard rappeur qui fait coin-coin pour accompagner Jay jusqu'au ring. Et puis derrière, je vais être dur, mais c'était festival de super kick. Jusqu'à ce que Jimmy demande à Jay pardon mon frère, pardon, j'ai que de l'amour pour toi. Jay il hésite, Jimmy en profite pour placer quoi évidemment un super kick. Et puis derrière, le splash qui ne suffit pas. Derrière, le spear de Jay, le splash de Jay. Et là, ça tombe pareil en une dizaine de minutes, emballé. C'est pesé. Alors moi, je vais vous le dire tout de suite, hein, je suis peut-être même pas le seul. Pour moi, c'est mon flop de la soirée. C'est tout simplement pas du tout à la hauteur de ce que c'était censé être. Jay versus Jimmy, voilà, deux frangins qui se retrouvent sur le ring. On nous a sorti voilà, la lignée des matchs entre frangins qui ont eu lieu à WrestleMania, hein, les Hearts évidemment, qui se sont affrontés. Et puis également les frères Hardy qui s'étaient affrontés. Je sais pas si on va pouvoir placer Jay versus Jimmy sur la même marche du podium que ceux que j'ai précédemment cités. Mais on était loin. J'ai l'impression que de l'eau a tellement coulé sous les ponts entre les deux là qu'on n'a pas retrouvé du tout
le lien qui faisait que c'était un match qu'on avait envie de voir, quoi. Là, c'était juste un hit chaud et un super kick chaud, et puis le gentil a gagné, et derrière, on va partir sur quoi? On va partir sur quoi? Rafa. Ah bah déjà, IRM visiblement tellement choqué que il en bascule toutes les règles de la politesse sur Ketchup. Il nous demande même pas notre avis avant de donner le sien. Bravo IRM, je te félicite pas. Bon, niveau D'où statistique, la mesure de ma déception, toi. bah La ouais, mesure de ouais, ma déception. je comprends. On va être obligé de le mettre sur le podium, cet affrontement entre frères, puisque c'est le troisième, hein, c'est bien il y en a eu que trois pour le Ah moment. bah, ils ont de la chance. Comme tu l'as dit, les frères Hart et les frères Hardy. Eh ben écoute, je sais pas si je suis quelqu'un de tolérant dans l'amour fratricide et la violence fraternelle. J'ai moi-même un petit frère. On s'est beaucoup battu sur des rings de catch qui étaient des matelas par terre, hein, évidemment. Ne faites pas ça chez vous, comme ils disent, mais nous, on s'en est bien sortis. Bah moi, j'ai plutôt bien aimé, en fait. À la surprise générale, enfin, pas à la surprise générale, parce que j'attendais un bon match, mais un peu contre l'avis de tout le monde et contre le tien, visiblement, Irem. C'était un match de super kick, comme tu l'as dit. Mais j'ai trouvé que c'est leur marque de fabrique à l'un et à l'autre. Donc c'était un peu le truc du à nos propres armes, voyons lequel est le plus fort. Et il y a eu quelques séquences là où ils se super kick l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, ils rebondissent dans les cordes, ils reviennent. Où j'ai trouvé qu'il y avait, et ça réussissait le message de bah, c'est qui le plus fort de nous deux en gros. Après c'était un petit peu court peut-être effectivement. Ce qui s'est passé pendant un an, il y a clairement une différence de niveau et ça je l'ai lu sur nos Discord et autres et je peux confirmer le suspense était très faible. Je sais pas si Irem tu nous feras un résumé des concours de prono. C'était peut-être un des pronos faciles. On a Main Event Jey Uso d'un côté, de l'autre Jimmy, bon, c'est un peu de la chair à canon qui vient prendre des bumps pour la Bloodline. Niveau physique, on a quand même une différence de niveau aussi, hein. Jimmy, lui pour le coup, il va un petit peu moins à la salle. Donc c'est un peu passé peut-être inaperçu et on va l'oublier. Peut-être qu'en fait c'était pas un match pour WrestleMania et ça aurait eu beaucoup plus de force en étant un peu l'attraction principale d'un autre pay-per-view. Ça aurait pu même main eventer un pay-per-view. Est-ce qu'il vaut mieux, c'est une bonne question ça, est-ce qu'il vaut mieux être en low card de WrestleMania ou faire le main event d'un payback ou d'un backlash comme on aurait pu aimer voir? Bon, ça va être du coup c'est raté puisque beaucoup de gens n'ont pas aimé. Moi j'ai plutôt adhéré. Je suis un peu surpris, mais ça reste cohérent de se dire que ça a été un match sans aucune intervention, sans aucune trahison, sans solo, parce qu'il y avait des enjeux bien au-delà de ça durant ce week-end. Bon, c'est pas très Bloodline quand même d'avoir essayé de gagner à la loyale, mais ça, à la limite, je peux adhérer. Et puis la foule est à fond derrière Jey Uso et ça, c'est pas du tout un problème et ça marche très bien. Voilà, c'est plutôt un bon match, j'ai trouvé. Moi, j'ai plutôt été content, mais bah, il a eu la qualité de son placement, je dirais. C'est-à-dire, après deux gros matchs chauds là, de tag team, on se calme un petit peu. Et c'est peut-être dommage pour l'importance de la feud, mais ça avait sa place. Génial, alors, ce Génial. match de Frangin, on sait que les Frangins, voilà, c'était tout simplement leur objectif, hein, un jour de s'affronter à WrestleMania. Ça y est, c'est fait. Mais toi, Géliel, comment tu l'as vécu? Eh ben moi, je vais être Team IRM hein, parce que ce match, il arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard en fait. Le momentum est passé. Ce qui aurait pu, comment dire, entourer un match finalement pas non plus extraordinaire, mais quand il y a, enfin, moi, je trouve que le momentum n'y est pas, le contenu n'y est pas complètement. Effectivement, je te rejoins, Raphaël, hein, sur on se bat à armes égales, frangin, ça renvoie à des choses effectivement beaucoup plus intimistes finalement. Puisqu'on a gommé toute la partie Bloodline, hein, on est sur l'affrontement de deux frères pour qui est le meilleur des deux. Mais du coup, c'est trop tard. Ça aurait pu avoir beaucoup plus de poids et de sens il y a 6, 9 mois, quand on avait un Jay qui était complètement investi dans la story, où il n'y avait pas encore peut-être Cody aussi présent. Là, maintenant pour moi, c'est trop tard, quoi. Voilà. Il avait Mais en plus de fait, sens de le faire maintenant. t'as raison, il y avait largement le temps l'année dernière dans les absences de Roman Reigns et d'en profiter Ben là. oui. Voilà. Une session là après SummerSlam ou autre où Roman Reigns n'est pas venu pendant 3 mois. C'était ce moment-là. On est d'accord. Voilà.
Et bah du coup, je suis pas, voilà, j'ai pas été embarqué parce que c'est pas un match que j'avais vraiment envie de voir et que j'avais. Et alors ça, tu le dis très bien, envie de voir à WrestleMania. Voilà. Donc j'ai gagné, ouais. c'est la satisfaction, mais Ouais. voilà, c'est à peu près tout ce qui ressort pour moi de ce match. Bon, bah, deux frangins qui s'affrontent dans leur chambre, qui jouent à faire du catch, mais cette fois-ci devant 70 000 personnes. C'est Mm. peut-être qu'il faut retenir, effectivement, deux frangins qui se sont affrontés à armes égales. Et à la fin, bah, c'est le meilleur qui a gagné. À partir de là, est-ce que les deux se recroiseront? Comment va réagir Jimmy, hein, lui, le grand frère, hein, qui perd, hein, face au petit frère? C'est pas anodin comme première victoire pour Jay. Mais On enchaîne. est-ce qu'on est obligé d'être au courant? À ce moment-là, ils continuent dans leur chambre, c'est ça, s'ils veulent bien Ah à oui, ce c'est ça moment-là. qui continue. C'est qu'ils peuvent continuer dans leur chambre, Dans effectivement. leur coin, ouais, voilà. Non, mais effectivement, après, voilà, pas mentir, moi, c'était quand même un match que je fantasmais, entre guillemets, voilà, entre Jay et Jimmy, mais c'est effectivement au moment le plus hot, comme vous l'avez dit, quand Jay ouais, sortait de sa défaite face à Roman Reigns. D'ailleurs, bah, j'en profite là, je m'éterniserai pas au moment du flop, parce qu'il n'y aura pas de spoiler enfin, de surprise sur mon flop. Mais Jay, voilà, un main event Jey Uso, son match à SummerSlam, son match à WrestleMania. Moi, c'était mon flop, hein, le match à SummerSlam face à Roman Reigns. Là, ça va être mon flop pour WrestleMania nuit 1 pour Jey. Voilà, Jey, les grands moments, voilà, c'est pas. Il n'y a pas que les weekly qui comptent. Il n'y a pas que les weekly. Donc, Mm. j'espère beaucoup que Jey va réussir à se trouver voilà, des gros moments, des gros matchs références dans les pay-per-view parce que le mec est tellement over que ce serait tout bénef. Jet Cargill aussi, c'est une grande première puisque c'est son premier match à la WWE. Alors ça, c'est pas anodin non plus, hein. Je sais pas si on a le souvenir hein, dans l'histoire de la WWE où un rookie débarque et fait son premier match à WrestleMania. Ni plus ni moins. Si c'est pas une première, là, vous m'apprendrez quelque chose. On a quand même 40 ans d'histoire à WrestleMania, donc vous allez sûrement un auditeur, une auditrice qui va me contredire, mais là, d'une telle ampleur, avec une telle attente, on n'avait pas vu ça depuis très 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 longtemps, ça c'est certain. Et les filles, Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi ont également sorti les grands atours, les grands appareils, les grands costumes, puisqu'elles ont eu une entrée assez folle. Le petit ascenseur, les peintures, les chapeaux de cow-boy, les lumières dans tous les sens. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai kiffé. Rien que pour moi, le match était réussi grâce à cette entrée. Enfin, franchement, ça Mm. puait le star power, cette entrée-là, entre Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair. Enfin, c'était les Avengers féminins, quoi. Les Avengers Ah, féminins qui arrivent. c'est dingue. C'était impressionnant. En face, le pauvre Damage Control n'a quasiment rien pu faire, sauf assez rouler dessus. Donc le play-by-play, bah voilà, je vais vous l'épargner. Mais on a eu droit à ce magnifique tombé pour le compte de 3 de Jet Cargill. Voilà, tout en érotisme latent et voilà, contre une Barbarella du 21e siècle, assez dingue. C'est impressionnant, tout simplement. Jet Cargill, là, qui s'est beaucoup entraîné, hein, visiblement aussi au Performance Center. Bah là, moi, j'y crois, hein. Moi, j'attendais de voir, mais quand je vois ça, je me dis, ah ouais, là, le futur de la division féminine, si la WWE veut bien s'y pencher 5 minutes, ils ont de l'or là, sous les doigts, là. Génial. Ouais. Alors, en plus, enfin, ça sentait pas bon dès le début, tu l'as dit, hein. Les différentes intros étaient assez convenues côté Damage Control, Kabuki Warriors, avec Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka. L'entrée de Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill ont été dingues. J'ai Ouais. adoré l'espèce de, ça faisait euh, très comics, très super-héros, l'espèce de ligne blanche qu'elle avait qui parcourait le front et qui sur tout le corps Ouais. devant, la Jade Cargill, c'était dingue. Son espèce de tenue, alors, il n'y avait pas des masses de matière, hein, on va se le dire quand même, mais qui faisait un peu métallisé, argenté, là, c'était aussi assez fou. Et puis la shape, quoi. Oh là 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 Impressionnant. là. Elle a réussi à rendre Bianca Belair assez quelconque, et c'est pas une mince affaire quand même. Donc là, il y a une espèce de tag team. Alors Naomi faisait un peu différente, un peu en dessous, mais elle a quand même sorti deux trois moves qui étaient quand même assez intéressants.
Damage Control n'a pas existé une seule seconde, il n'y a pas eu une once de doute. Et ça a balancé du gros spot, du soulevé de terre, du deadlift direct avec un coup Bianca Belair, un coup de Jade Cargill. Elles ont vu les étoiles, les Damage Control sur ce match-là, mais pas dans le bon sens parce qu'elles sont redescendues assez vite sur terre. Donc, super match, super intro pour Jade Cargill. Le programme de la suite, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'elle va rester en tag team ou est-ce que elle va partir sur un run solo, je ne sais pas. En tout cas, gros catch pour la WWE, ça c'est sûr. Et puis, voilà, on est parti pour avoir 5-10 ans faciles de Jade Cargill où ça va être une énorme attraction. Puis elle a tout. On en a parlé un tout petit peu au début, mais elle a fait une petite intervention micro également la veille au SmackDown. Voilà, ça semble aussi, elle a l'air aussi à l'aise à ce niveau-là. Moi, je la connais pas forcément outre mesure. Donc, on n'est pas loin du total package. Et puis, alors, les abdos. Ouais, je suis encore en train de Bref. les compter là. hein. On est encore en train de Ouais, les il y en compter. avait Il y a plus toute une que, il y en avait équipe. plus que 6 là, on est d'accord. Il y en avait 12, 13, Là, je sais pas. 14, Alors, je sais pas quoi. Il y a je là-dedans, vois, mais Gélienne, notre expert comptable, voilà. Il y en a. je mettrai une réponse. Je ferai quand j'aurai le décompte complet, je mettrai ça sur le Discord. Bah, ce sera peut-être Voilà. une des questions bonus pour les prochains pronos, peut-être. Ouais, Voilà, combien il y a très bien. d'abdos sur Jade Cargill. Très bien. Bon, Rafa, toi, est-ce que tu as compté les abdos de Jade? Non, je suis très touché de votre admiration pour elle. C'est mignon de vous écouter. Alors, Yerem, j'ai réfléchi un petit peu pendant ce temps. Des Ouais, superstars dis-moi. qui font leur début à WrestleMania. Il y en a un qui il ressemble un petit peu. En tout cas, les propos que vous êtes en train de tenir envers Jade Cargill auraient pu un temps être tenus envers elle. C'était Ronda Rousey, qui, à mon avis, avait fait ses débuts lors d'un WrestleMania, si Alors ma mémoire est bonne. ça c'est très moche, monsieur Raphaël. Ah, je suis de faire désolé. ce type de- Je suis vraiment Mais désolé de bon, vous ramener ok, sur ouais. Terre. Non, bon, c'est pas D'autant plus que j'y étais, tu as raison, elle était à Soubileux, mais faut te le dire, Ah, effectivement, en plus c'était le match de la soirée. ah oui, Euh, très bon là, mais match. effectivement, là, mais Euh, ouais, là c'est quand même autre chose dans oui. l'impact que ça apporte. Oui, euh, c'est- le match, hein, encore une fois, je pense qu'on l'aura vite oublié, mais c'était un match fait pour Jade Cargill. Je pense que dans 2 ou 3 ans, on se dira, putain, c'était qui déjà les deux autres meufs avec? Je dis pas qu'on va oublier Bianca Belair et Naomi, mais on se souviendra même plus si c'était l'une ou l'autre, ou si c'était une autre babyface de l'époque. On se dira, il n'y avait pas Charlotte, non? Je sais plus. Mais... mais c'était fait pour la faire briller, hein. Make Jade Cargill look strong, c'est réussi. Je pense qu'on a un produit. Quand tu dis Irem, on a un futur de la division féminine si les bookers décident de regarder. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on dirait que les bookers, en fait, ils sont peinards, hein. Il suffit de 3-4 meufs, il suffit d'une Bianca Belair, un Rhea Ripley, une Becky Lynch, une Jade Cargill. Allez, on va rajouter un ou deux noms, peut-être. Voilà, quoi, peut-être de temps en temps une Charlotte qui revient, une Bailey, une Asuka, et puis voilà quoi. Et puis on les fait interagir les unes et les autres, et ça suffit pour pas avoir besoin de trop de se casser la tête. Mais voilà, on a roulé sur les Kabuki Warriors, etc. Mais on avait plutôt envie de voir ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, mission accomplie pour une première à WrestleMania, c'était le match pour elle. Les autres, il y a juste, voilà, pour moi, enfin, il y en a deux qui me déçoivent un petit peu. Bon, c'est Asuka, mais elle a plus tout à fait non plus sa jeunesse. Et quand même, Bianca qui, pour le coup, tu vois ce que tu disais, Géliel, au tout début, en disant ah, Becky, maintenant, si elle revient, elle va rétrograder. Bianca, voilà, et Bianca, elle est là, je trouve. Bianca, elle est là. Si demain, Bianca, elle revient défier Rhea Ripley ou Bailey, elle est en retrait, je trouve. Elle a été au top niveau. D'accord. Elle a été celle qui gagne un Rumble et qui gagne un WrestleMania. Elle a été dans cette position-là. Là, il lui faut bosser. Mais bon, des fois, dans le catch, c'est ça aussi, hein. Si on a une carrière de 10-15 ans, il y a une année où on peut bosser pour les copines. Bien Donc, sûr. voilà, on a plutôt envie de voir ce que peut faire Jade Cargill. Maintenant, c'est délicat, hein. Une meuf qui fait cette taille-là, qui a ce physique-là. Si tu la mets pas challengeuse ou champion vite, ça va faire un peu bizarre. Et en même temps, si tu lui fais perdre du temps quelque part, enfin perdre du temps, si tu l'occupes pendant des mois avec des feuds contre les Kabuki Warriors ou contre les Liv Morgan qui passent, ça va être un peu long, donc il faut bien jouer le rôle. Il y a peut-être un truc qui est intermédiaire, c'est les ceintures tag team, on n'en a pas du tout parlé là, hein. C'était quand même les champions de tag team qui se sont fait rouler dessus. Euh, donc peut-être qu'il va y avoir une alliance Jade Cargill, Naomi, je ne sais pas. Ou Jade Cargill, J'ai- Bianca Belair. J'ai deux réactions, si je peux me permettre, par rapport à ce Bien que tu sûr. viens de dire. Un,
je pense que Bianca est arrivée au bout d'un cycle. C'est-à-dire que son cycle de face, voilà, c'est terminé. On a bien vu qu'elle avait commencé à virer un peu. Et je pense que pour elle, la suite, elle se passe côté heel. Il va falloir qu'elle fasse un heel turn à un moment ou un autre, qu'elle arrête d'être la gentille, machin, etc. Et à ce titre-là, je pense qu'elle peut revenir. Mais et je partage avec toi l'analyse de se dire, en tant que face, elle a fait ce qu'il fallait, elle a gagné ce qu'elle avait à gagner. Et si elle doit regagner à nouveau, je la vois pas revenir en tant que face parce qu'on aura déjà tout vu, quoi. Voilà. Et donc, je la vois bien sur cette partie plutôt tournée heel pour se renouveler. Deuxièmement, sur la partie Jade Cargill, on a vu que la WWE savait quand même nous faire attendre. Cody, il a toujours pas le titre, il a toujours rien gagné d'officiel. Euh, donc, et pourtant, Dieu sait que tout le monde l'attendait et tout le monde le voyait prendre le titre à Roman Reigns 15 jours après son retour. Ils ont su construire, ils ont su nous faire attendre. Donc, pourquoi pas, mais ça va demander du boulot au booker, pourquoi pas également construire quelque chose de ce style-là en légitimant Jade Cargill au-delà du fait qu'elle est grande et elle a 14 abdos, quoi. Et moi, je pense qu'il y aurait tout intérêt pour les bookers à construire quelque chose qui ressemble au chemin de croix que subit Cody Rhodes pour aller chercher, décrocher le Graal, son Graal qui mérite ou pas, mais en tout cas pour lequel il bataille encore et pour lequel on conserve quand même de l'intérêt parce que c'est bien écrit. Et voilà, alors, peut-être pas aussi long, peut-être pas, voilà, mais ça pourrait être une idée aussi. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Là, si enfin, on met vraiment de côté le fait que Cody il est parti plusieurs années et tout, mais si on prend le moment où il est arrivé, où il est revenu là contre Seth Rollins, c'est puis le moment où il affronte Roman Reigns, on croit qu'il va gagner, puis finalement non. Voilà. Euh, Bon, la seule différence que je vois, c'est la profondeur du roster en face, hein. C'est vrai que Cody Rhodes, s'il part feudé contre Seth Rollins ou Drew McIntyre, tu te dis, bon, c'est quand même chouette. Chez les filles, si elle ne feud pas contre une championne, bah, peut-être qu'elle va feuder contre Nia Jax ou autre, mais à voir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on la déteste beaucoup, la fameuse Ronda Rousey, mais justement, je trouvais qu'ils n'avaient pas trop mal réussi avec elle. Elle a été championne assez vite, mais elle a quand même pris un petit peu de temps. Elle a quand même fait quelques matchs tag team, quelques intergender, etc. Donc, ils peuvent savoir faire, mais. Et puis, c'est quand même plus crédible, quelque part, Cody Rhodes, même si j'admire énormément son physique et son talent, et j'aimerais être aussi gaulé que lui, mais ça reste un petit gabarit, tu vois, dans une division masculine où il y a beaucoup de monstres. Jade Cargill, c'est elle la monstre, donc si elle roule pas sur Ouais, tout le monde, ouais, à voir. Mais bon, ouais. nous on est juste là pour critiquer et commenter, hein, c'est eux de bosser après. Exactement. Ouais. C'est Voilà, assez facile et assez agréable comme situation ouais, c'est de ça. pas être dans le ring avec Jade Cargill en l'occurrence. Bon, je Tout, vois tout à fait. qu'on est quand même. C'est la soirée de la réhabilitation de Ronda Rousey. Là, tu nous prends de court, notre ami Raphaël. Je Ah, pense que tu as. je m'auto-prends de cours, hein, je n'avais pas prévu. J'avais rien calculé. J'avais pas prévu de dire du bien de Ronda. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Surtout que, voilà, si on écoute les tops et les flops de la WWE de 2023, la pauvre Ronda Rousey, son nom a été balancé plus d'une fois. Allez, on enchaîne avec un autre match. C'est un peu la soirée, hein, nuit, hein. Des matchs bookés un peu à la dernière minute qui reprennent un petit peu de cours et voilà les rivalités qui étaient construites dans la saison, hein, depuis le Royal Rumble. C'est Sami Zayn, notre Canadien rouquin, qui défie Gunther, notre Autrichien champion intercontinental, qui vient accompagner. Ça, j'étais content, même si ça a été tout à fait classique par Imperium, hein. Ça faisait quelque temps qu'on ne les avait pas vus. Ils n'avaient même pas eu l'occasion de se qualifier pour le match tag team. Donc c'était très très dommage. Moi, ils ont eu l'occasion d'accompagner le ring général jusqu'en haut de la rampe. Voilà. Après, ils sont partis sûrement boire des bières. C'est l'Oktoberfest en avance. Sami Zayn versus Gunther, c'est tout simplement Rocky, hein. L'histoire de Rocky Balboa, évidemment, on est à Philadelphie. Alors, on n'a pas eu la petite vidéo de Sami Zayn qui grimpe les marches de Philadelphie comme dans le film. Alors, je ne sais plus, c'est devant la bibliothèque, je crois, de Philadelphie, je ne sais plus. C'est un monument, voilà, un monument célèbre de Philadelphie. Ou c'est peut-être ou alors la MJC, peut-être la MJC de Philadelphie, je ne sais pas. On va savoir, la maison des jeunes de Philadelphie. Mais en tout cas, le match était voilà, plein de références aussi. Les commentateurs ont joué beaucoup là-dessus.
Sami Zayn versus Gunther, je pense qu'il y a pas mal de gens qui... ça a été un 50-50 sur les pronos. C'était un 50-50 sur les pronos, je dois vous dire. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, ça y est, Sami Zayn, c'est la bonne. Il va gagner. Gunther doit perdre et Sami Zayn, c'est lui. Et voilà, il est destiné. Et puis d'autres qui se sont dit, mais attendez, Sami Zayn, c'était pas trop son histoire. On en avait beaucoup parlé pendant les weekly. Il va se battre vaillamment, mais il va perdre. Et Gunther va repartir avec le titre. On va voir ça. Sami Zayn qui démarre le match assez fort. Et puis après, tel un petit peu une sorte de Brock Lesnar, c'est-à-dire que à partir du moment où Gunther t'a chopé dans une German suplex, c'est un petit peu fini. C'est un peu l'impression que ça donnait au début. Sami Zayn qui est arrivé à tourner autour de Gunther, et puis que le Gunther, l'Autrichien, lui a balancé sa première souplesse arrière. Aïe aïe aïe, il a commencé à déguster. Surtout que derrière, il y a les chops sésatemiques qui ont commencé et là, ça a claqué. Mais Sami Zayn aussi, il en a rendu. Alors, Gunther, il en place des énormes qui claquent à travers tout le stade. Mais il marque beaucoup aussi. Il devient vite rouge, comme Sheamus, qui n'est toujours pas là ce soir. On le regrette toujours, évidemment. Notre ami irlandais aurait tout à fait eu sa place ce soir. Mais là, on n'est pas la question. C'est un autre rouquin qui doit se défendre, qui doit se battre pour aller décrocher le titre, l'un des titres les plus prestigieux de l'histoire de la WWE, qui est détenu par Gunther depuis, alors je ne sais pas si vous avez le compte là, depuis 500, 600, 700 jours. Ça fait très longtemps, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans là, qu'il a ce Je crois même, mais je vais vérifier en direct sur notre Voilà. source officielle de Wikipédia qu'on est à 666 ou un truc comme ça. Ah Un oui, chiffre le diabolique. démon autrichien. Voilà, Et en tout cas, il a le record. le record est Alors, entendu. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'avait plus rien à battre ce soir, à part Sami Zayn. Voilà, évidemment, il fallait battre Sami Zayn, mais il n'y a plus de record, c'est lui qui détient le record. Donc, un jour de plus de règne, c'est un jour de plus sur le record, une marque supplémentaire. On a des demi-souplesses de Sami Zayn aussi assez impressionnantes, ces petites souplesses comme ça de côté qui sont placées sur Gunther, qui sont assez impressionnantes. Derrière les tornados DDT, ça commence à virevolter, on commence à sentir Sami Zayn qui commence à y croire, mais derrière le sleeper hold, Sami Zayn il va pas s'endormir, il contre avec un explodeur balancé dans le coin, et derrière Gunther qui va enchaîner les power bombs énormes. Là, je sais pas si on a compté, il y avait vraiment un côté Brock Lesnar là, ce soir, celui dont on ne doit pas dire le nom et celui qui n'était pas là justement ce week-end, en tout cas on l'a pas vu durant la première nuit. Les énormes powerbombs de Gunther de l'Autrichien qui claquent 1, 2, 3 et entre chaque les petits taunts auprès de la femme de Sami Zayn, qu'on voit tout le temps maintenant, lui qui voulait pas montrer sa famille ni ses vêtements. Et maintenant la femme de Sami Zayn, elle est partout dans toutes les vignettes. Elle encourage son mari, mais surtout elle voit ça, elle a peur. Mais Sami Zayn réussit l'incroyable puisqu'avec une série de All of a Kick, il parvient à aller décrocher la victoire, surtout après avoir placé un énorme brainbuster sur le turnbuckle qui a précédé les fameux Hell of a Kick. C'était impressionnant, ce brainbuster façon El Generico. Pour ceux qui ont suivi la carrière du Canadien, sa carrière de luchador, le brainbuster sur le turnbuckle, c'est des choses qu'on voit pas trop à la WWE, c'est des choses qu'on voit un peu plus sur les circuits indés, et c'était une des spécialités de Sami Zayn. Et voilà, comme Kevin Owens, de temps en temps il nous ressort des moves de son passé indé, et là, un brainbuster sur le turnbuckle, sur un Autrichien d'1m90 et 130 kg, je peux vous dire que la terre a tremblé à Philadelphie. Elle a tremblé encore plus quand Sami Zayn 1, 2, 3 bat notre ami Gunther et devient le champion intercontinental. Incroyable mais vrai. Je vais vous dire, moi, l'histoire, j'étais pas convaincu, mais alors, le match, ils l'ont fait avec la manière. Raphaël, ça y est, Rocky Balboa, c'est notre Sami Zayn, c'est notre Rocky à nous. Ça y est, l'histoire est faite, l'histoire est écrite, et effectivement, 666 jours de règne pour Gunther. Voilà. Alors, avant de commenter, j'ai 2-3 petites stats à vous expliquer. Il y a plein de choses rigolotes à raconter sur cette issue. Alors déjà, Sami Zayn, il devient champion intercontinental pour la combienième fois, d'après vous, Géliel? 3e. Yerem, qu'est-ce que tu en dis? Redis voir s'il te plaît. Il est intercontinental champion pour la combienième fois, là, Sami Zayn? Ouais, je pense, je dirais 3 fois aussi, ouais. Eh ben, c'est la 4e fois, figurez-vous, quand même, qu'il est champion. Ah. Et la première fois qu'il a été champion, est-ce que vous savez où c'était? Quelle ville? En ville? Ouais. C'était à aussi à Philadelphia. Philadelphie, voilà, exactement. D'accord. Oui, C'était à Philadelphie, et les amis, c'était le dernier pay-per-view avec du public avant le Covid. C'était Elimination Chamber 2020.
c'était ce fameux match qu'on n'a pas du tout oublié où il affrontait Braun Strowman quand il était avec Cesaro et Nakamura, là, ce 3 contre 1 pour le titre Oui, avec intercontinental. les artistes, je sais pas, les artistes Ouais, peintres, trucs comme ça, le nom de leur équipe. ouais, Oui, ouais. oui. Ah, mais ça, ils en ont pas du tout parlé dans les commentaires ou dans le package Non, vidéo. Ouais, ouais, non, je pense que c'est pas la période dont ils sont le plus fiers. Non. oui, mais bon. Donc, C'est pas- donc il avait été champion, il a été champion une deuxième fois à titre intercontinental toujours. À l'époque du Covid, c'était Clash of Champions 2020. Alors un ladder match triple threat où il y avait aussi Jeff Hardy et AJ Styles, qui était un bon match, hein, j'en ai un souvenir assez sympa. Ouais. Il avait été champion en février 2022 à SmackDown en battant Nakamura. Et le plus impressionnant, et ça, je trouve ça montre bien l'étendue de la performance de Gunther, il n'y a que 2 règnes entre l'avant-dernier règne de Sami Zayn et le règne actuel, enfin entre son dernier Oh. règne et son règne actuel. C'est-à-dire que Sami Zayn Ah oui. avait perdu son titre des mains de Ricochet en Mhm. mars 2022 suite à une distraction de Johnny Knoxville. Ça a lancé la fameuse feud, l'histoire, tout ça. On se souvient, hein, Sami Zayn à WrestleMania. Et Ricochet a été battu par Gunther. Donc il y a Sami Zayn, Ricochet, Gunther et à nouveau Sami Zayn. C'est fou, non? Ouais. Bah, c'est complètement fou, tu vois. Bah, par exemple, tu m'aurais dit ça avant le match. Je sais pas ce que j'en aurais fait, mais Bah, je te dis ça après le match, du coup. mais tu me l'as dit Désolé. après le match et du coup, je trouve ça intéressant. Donc, merci, Raphaël. Désolé. Mais sinon, bah, de toute façon, je rejoins ton analyse, hein. Gunther, hein, c'est comme Roman Reigns, ses règnes fleuves, on se dit, ah, celui qui doit le briser, c'est comme la streak de l'Undertaker. Il faut vraiment qu'il y ait une histoire, un truc Ouais, révolutionnaire. Et là, Sami Zayn qui a juste gagné un gauntlet match, bon, on était un petit peu sceptique. Maintenant, on voyait pas qui d'autre, et moi j'aurais tout à fait acheté un règne de Gunther qui continue. Mais voilà, ils ont eu 20 minutes, ou je sais pas combien, j'ai regardé, 15 minutes 29, très exactement, pour nous raconter la bonne histoire. Et ils ont su le faire de superbe manière parce que Sami Zayn est incroyable pour faire ça. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un meilleur WrestleMania moment pour lui que même le main event tag team de l'an dernier. Dans la tension, dans l'adrénaline, parce que bah, c'était vraiment que lui, hein, il n'y avait pas Kevin Owens. Donc très très fort WrestleMania moment, très très belle réussite. Et puis bah voilà, rien à rougir de la part de Gunther qui a tout l'avenir devant lui maintenant et qui aura Gunther, il est quand même devenu champion, je pense peut-être un mois après être passé dans le main roster. Donc donc bravo Gunther pour cette formidable début de carrière et bravo Sami Zayn pour ce match héroïque. Donc là on est juste avant le main event et là voilà, on commence quand même à avoir du très très lourd et surtout une très belle réussite. Probablement un match qu'on entendait moins que le clash des Usos et un match qui pour le coup remplit largement le quota du WrestleMania moment en termes d'émotion et d'intensité. Alors, Juliel, Sami Zayn, là, Euh, finalement, il avait tout pour gagner, là. oui, il avait tout pour gagner, je sais pas. En tout cas, effectivement, à la lumière de ce que tu viens de nous apprendre, Raphaël, c'est vrai que voilà, ça amène, ça amène une autre réflexion. Et je pense que enfin plus que la victoire, enfin moi dans ce que je vois, c'est plus que la victoire. Alors le match était très sympa, il y a eu des moments ultra violents, hein. Je reviens sur les powerbombs de Gunther, mais mon Dieu, j'aurais pas voulu être la colonne vertébrale de Sami Zayn à ce moment-là, quoi. C'était absolument incroyable. Euh, Outre la victoire de Sami Zayn, moi je vois plutôt la fin d'un cycle pour Gunther qui va être assez révélateur. C'est-à-dire que il a quand même combattu pour il a eu un règne fou, hein, on va pas se mentir. Il a affronté tout ce qui se faisait en termes de mid-card pour défendre son titre. Il y a eu des gros matchs, des grosses altercations avec d'autres catcheurs mais dans des stipulations qui n'impliquaient pas forcément le titre et la ceinture intercontinentale. Moi, le test là, il va être pour Gunther pour savoir comment il se repositionne et s'il est capable de se repositionner plus haut, quoi. Avec peut-être des changements autour des. Enfin, on a un Seth Rollins, on a des choses comme ça avec des ceintures. Est-ce que maintenant, après un règne pareil, après tout ce qu'il a montré, il est éligible, il est legit pour aller chercher plus et c'est maintenant que ça peut marcher ou qu'au contraire, ça peut ne pas marcher et qu'il peut rester un éternel second couteau de très bon niveau, hein. Il y a pas photo, hein. Mais est-ce qu'il va pouvoir capitaliser sur tout ce qu'il a fait là pour aller au-delà? Et c'est même plutôt cette partie-là qui m'intéresse plutôt qu'un quatrième titre, comme tu l'as dit.
pour Sami Zayn, qui ne devient pas une routine, mais bon, qui va aller défendre contre les mêmes qui ont voulu récupérer la ceinture à Gunther, quoi. Donc, je suis plus intéressé à l'issue de ce match parce qu'il va arriver à Gunther que ce que va en faire Sami Zayn de cette ceinture intercontinentale. Voilà. Ouais, bah, je te rejoins. J'ai un peu cette impression-là aussi que j'ai été autant, si ce n'est plus impressionné, enfin marqué par ce match qui marque la fin du règne de Gunther que par cette victoire de Sami Zayn qui était comme magnifique, mais dans lequel voilà, j'étais pas forcément embarqué émotionnellement dans la victoire de Sami Zayn, même si au fur et à mesure du match je l'étais. Hein, il faut que je sois honnête, j'étais cramponné à mon canapé sur les 10 dernières minutes, tellement c'était intense. Et vraiment, voilà, j'ai fini par projeter un peu ce que j'avais ressenti avec Chad Gable dans Sami Zayn et finalement ça a bien fonctionné. Et puis c'est vrai que là ce match était complètement fou et Gunther est évidemment appelé à de grandes choses. Et voilà, on marque une nouvelle ère aussi pour ce mec qui, comme l'a dit Rafa, est arrivé à marquer le pas dès son arrivée et va très certainement aller titiller les étoiles. Et pour savoir justement quelles étoiles il va aller titiller, je vous propose d'aller direction le main event. Le main event de cette nuit 1, c'est tout simple. Un monument déjà. C'est presque une espèce de Mont Rushmore en live qui s'est mis sous nos yeux. The Rock et Roman Reigns, le People Champ, the Final Boss et le Tribal Chief, the Universal Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns versus The American Nightmare Cody Rhodes et notre ami Seth Freaking World Heavyweight Champion. À la clé, tout simplement, on déterminera si le match en nuit 2, Cody Rhodes versus Roman Reigns, sera régi sous les règles de la Bloodline Rules, même si on n'a toujours pas compris ce que c'était exactement, malgré le petit aperçu qu'on a eu en weekly. Et c'est tout simplement... Une intro pareille, ça mériterait un petit jingle, tu vois, à l'issue, je dirais. Voilà. Et puis en parlant d'intro, assez incroyable, hein, ces entrées. Messieurs, ces entrées, je pense que ça durait plus longtemps que certains matchs, hein, évidemment. Cody Rhodes, Seth Rollins, Le Rock, Roman Reigns. C'était assez grandiose, c'était long, c'était magnifique. Il y a eu de l'électricité dans l'air. L'arrivée de The Rock était complètement dingue. American Nightmare, Cody Rhodes aussi, c'était beau. Même si on retrouvera tout ce beau monde en nuit 2, ils ont tous un programme le lendemain, donc il va falloir être malin, il va falloir être rusé. Il faut tout donner, mais est-ce qu'il faut vraiment tout donner quand on sait que derrière, on a aussi des matchs, au moins si ce n'est plus important. Je peux te corriger, Irem. Il y en a un qui n'a pas de programme le lendemain. The Rock, s'il perd, il retourne à la buvette. Hein. Ouais, bah, il est quand même concerné. Il est concerné par l'issue, mais je veux dire, Cody Rhodes et Seth Rollins et Roman Reigns, eux, ils sont sûrs, effectivement, de remettre les bottes. Ouais. Ben, le Rock, il peut lâcher les chevaux. Tu penses qu'il sera pas là ce soir, peut-être. Ça peut jouer psychologiquement. Je pense comme toi qu'on ne le reverra pas, effectivement, notre ami Gros Caillou. Et donc, il va tout donner ce soir. De toute façon, c'est devenu très personnel hein, pour The Rock. Si on suit les derniers événements qui ont eu lieu cette semaine, évidemment, il va avoir du sang, il va avoir de la grosse castagne. Et donc, le main event va pouvoir commencer. On prend son temps, on se jauge entre les hommes. C'est évidemment un grand moment. Et puis, c'est parti. C'est Roman Reigns et Seth Rollins qui commencent. Les deux frères de sang, Seth Rollins et Roman Reigns, 10 ans après les événements tragiques qui ont eu lieu avec le Shield, le premier contact, la première prise qui est prise entre les deux, Roman Reigns qui parvient quand même à se sortir de Seth Rollins en le balançant comme ça, l'épreuve de force, hein, évidemment, et dans la faveur des Samoans. Raphaël vous l'a expliqué, c'est des petits gabarits, Cody Rhodes, c'était un autre santon à mettre sur votre étagère. Cody, lui, qui vient derrière pour placer quelques petits coups de poing, quelques enchaînements, c'est le tag. Et là, il veut le Rock. Le Rock veut rentrer, la dramaturgie se met en place avec toujours ces face-offs. On a eu des face-offs de toute façon dans toutes les configurations possibles. Rollins qui parvient à prendre le dessus, mais le Rock ne veut pas se laisser faire. C'est un vétéran et ça va rapidement se séparer. D'un côté, on va avoir Roman Reigns et Cody. Roman Reigns qui était avec Roman Reigns sur le tronc.
Je crois que c'était Cody, hein, et il y avait oui. Seth Rollins et The Rock de l'autre côté, il me Ouais, voilà, semble. Hein. c'est ça. Merci. J'étais plus certain. Parce que là, j'aurais aimé un petit split screen. Vous vous souvenez, les split screens, ça se faisait un petit peu dans les séries de télé, à un certain moment, voilà, où on avait les deux matchs quasiment dans le match en même temps à l'écran. On va surtout suivre le Rock qui va donc se battre backstage avec Seth Rollins. C'est le gros bordel, ça se met sur la tronche dans le public. Voilà, c'est assez tendu, ça s'échange énormément de coups dans la tronche, c'est la grosse brawl. Évidemment, pendant ce temps-là, Cody Rhodes et Roman Reigns sont sous le titantron. Le Rock qui s'en prend à Seth Rollins. Et tout ce beau monde va revenir aux abords du ring. Seth Rollins qui va se faire détruire son genou fragile, son petit genou qui a explosé plus d'une fois à cause de Kane dans un house show. C'est terrible, Kane. Voilà, il est maire, mais derrière, il a brisé le genou d'un homme. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Seth Rollins en paye le prix encore aujourd'hui. Et donc, ça va être, voilà, les Samoans vont tout simplement écraser le pauvre Seth Rollins qui va se retrouver plus d'une fois mis au supplice par le Rock, qui déguste, là, il savoure. Ah, il savoure le final boss, là, pouvoir comme ça détruire voilà, ses employés, voilà, ses salariés. C'est terrible, quelle image. Le Superman Punch qui est armé par Roman Reigns, mais qui est transformé en neckbreaker, et le Rock qui est là et qui vient pour faire le tag, le low blow sur Seth Rollins, parce que pourquoi? L'arbitre ne dit rien, mais pourquoi? Pourquoi dire? Mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben l'arbitre, il est entièrement soumis parce qu'il a été tout simplement menacé de licenciement économique par le Rock qui l'a empêché. Parce que l'arbitre avait commencé à compter. Vous allez dire, mais attends, Yarem, ça fait combien de temps ils étaient à l'extérieur? Bah, je vous dire, ils sont allés à l'extérieur pendant 15 minutes. Ah oui, 15 minutes, ils auraient dû être décomptés à l'extérieur. Eh ben non, parce que le Rock a tout simplement menacé de licenciement économique le pauvre arbitre, qui a dû s'excuser auprès de Seth Rollins, parce qu'il s'est pris un gros low blow devant les yeux de l'arbitre et qu'il a rien dit. Cody qui fait, bah attends, c'est pas possible, là, qu'est-ce que tu fous? Eh oui, mais je suis désolé, les commentateurs, ils disent, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse, le pauvre? Voilà, il veut pas se faire virer, il a des bouches à nourrir, le pauvre homme. Allez, ça continue, ça reprend un petit peu à l'extérieur avec Rollins, Roman Reigns, les deux frangins qui se connaissent bien, le sharpshooter qui est placé sur Cody ou sur Seth Rollins, je ne sais plus, mais un sharpshooter est placé. Oui, c'est Seth Rollins, puisque c'est Cody qui vient mettre une énorme gifle au Rock. Et ouais, c'est la gifle, la fameuse gifle qui avait tout lancé. Souvenez-vous, nous étions à Las Vegas. La gifle qui avait été mise, et derrière, c'était la grosse bataille de gifles. Et nous voici quelques mois plus tard à WrestleMania pour ce grand moment. Les tags qui s'enchaînent, le Disaster Kick qui est placé, Roman Reigns est à terre, le Cody Cutter pour le compte de 2, un autre Disaster Kick, mais cette fois-ci, c'est le Superman Punch. Les comptes sont donnés, et là, Roman Reigns, vous avez vu, il a saigné du nez. Pas parce qu'il était tout excité comme dans les mangas, dans les animés, mais parce qu'il s'est fait frapper par Cody Rhodes, et ça, il est pas content. On a retrouvé un petit peu ce Roman Reigns qu'on aime, qui parle tout seul, qui est plusieurs dans sa tête, et qui s'énerve, qui s'agace. Les powerbombs sont placés, les super kick parties qui sont lancés, mais ça, c'est des super kick parties qu'on aime. Ça claque dans tous les sens, les crossroads, et le Rock qui empêche le compte de 3 en retirant l'arbitre. Non mais c'est pas possible, c'est un licenciement physique là qui a été fait par le Rock, qui retire l'arbitre du ring. C'est le gros bordel, Roman Reigns qui prend son adversaire en guillotine. Ah, c'est pas possible. Et puis en plus, Cody, il est étranglé par Roman Reigns d'un côté, et puis il est tenu par les jambes de l'autre, par le Rock. C'était n'importe quoi. Et heureusement, il est sauvé par Seth Rollins avec un énorme stomp derrière la ceinture de Mama Rhodes, la Mama Rhodes belt qui est lancée, et puis le Rock qui dit ouais, Mama Rhodes, parce que Mama Rhodes est là, avec aussi le beau-père de Cody. Attention, le beau-père, pas le nouveau, parce que j'ai pas compris au début, c'est le beau-père, c'est le père de Brandy, c'est évidemment c'est pas le nouveau copain de Mama Rose, évidemment, ne vous trompez pas, c'est important de respecter ce genre de choses. Le Bionic Elbow qui connecte, et puis le Cody Cutter, et puis on arrive sur la fin, le spear qui est lancé de Roman Reigns. Mais là, Géliel, tu t'es dit, c'est pas possible. Mais là, Rafa, tu dis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le spear, il a été placé sur qui? Sur le Rock. Et derrière, un double pedigree. Le stéréo pedigree qui est fait. Rollins et Cody Rhodes, on y a cru. 1, 2, et non, ça passe pas. On se retrouve à l'extérieur du ring, près de la table des annonceurs. Et puis le Rock Bottom qui est placé par Cody Rhodes, qui place le Rock Bottom à travers la table. Le spear de Reigns sur Rollins à travers les barricades, c'est énorme. Ça part dans tous les sens, et derrière on revient tranquillement. Le Crossroads qui connecte, mais le Rock qui arrive avec
un énorme coup de ceinture qui plonge notre ami Cody Rhodes au fond du fossé. Il le pousse au fond du fossé derrière le rock bottom, le people elbow et la victoire après 45 minutes, 3/4 d'heure de match, mes amis, 3/4 d'heure de match. C'est pour ça que ce play-by-play est si long, mais il est fantastique ce play-by-play. Malheureusement, il est terrible pour Cody Rhodes et Seth Rollins, puisque la Bloodline remporte ce match, remporte ce main event de la nuit 1. Ah là là, Géliel, 15 minutes, non, 30 minutes, non, 45 minutes de bagarre, de grosses bagarres. Cet avant-goût pour la deuxième nuit était incroyable, mais alors là, c'est terrible, terrible pour nos babyface. Oui. Et puis un match qui, pour moi, a tenu pas mal de ses promesses. Pas toutes, j'y reviendrai peut-être, mais pas mal de ses promesses. Des intros évidemment dingues avec quatre main eventers, dont une légende, The Rock, que j'espérais plus revoir. Ouais. Et pourtant, j'avais pronostiqué il y a ça 1 an le retour du Rock pour WrestleMania 40. Je m'en suis souvenu, je me le suis fait rappeler même par certains. Et c'était effectivement, je pense, la meilleure chose qui pouvait arriver pour ce WrestleMania incroyable. En fait, je l'espérais beaucoup, je le pensais beaucoup. Et donc voilà, c'est maintenant The Rock, Roman Reigns, l'histoire de la Bloodline contre Cody et Seth Rollins. Je reprends pas le play-by-play que tu as fait, qui était parfait, le passage dans les tribunes, le passage à l'extérieur, et on revient, et du coup et la partie The Rock qui vient se positionner comme le patron dans le ring, mais aussi le patron en dehors du ring de l'institution, puisqu'il va aller chercher l'organigramme en disant voilà, t'es tout en bas et regarde, moi je suis tout en haut, tu vois, je suis N-, toi t'es N-, il y a 10 chiffres, donc je sais pas trop. En tout cas, bref, il a vraiment tenu son rôle. Il était dedans. Il était comme s'il avait jamais quitté, hein, parce que n'oublions pas la shape qu'il a également. Alors lui, il l'entretient depuis toutes ces années, donc c'est peut-être un peu moins dur. Mais en tout cas, voilà, le match était assez dingue. Il y a beaucoup de choses qui étaient racontées en filigrane. J'ai trouvé que l'alchimie avec Cody et Rollins était un peu moins présente, mais c'est normal. Rollins a son programme aussi. N'empêche il n'y a eu aucun moment un élément où on aurait pu se dire il va y avoir trahison ou choses comme ça. Donc c'était bien. Et puis comment ça se termine avec du signature, avec de l'iconique. On a du rock bottom, on a tout ce qui fait The Rock. On a le passage de témoin pour le tag avec après le spear de Roman Reigns. Voilà, donc tout est bien. Le people elbow qui est également iconique. Voilà, tout est en place. Cody a raté. Cody a voulu, mais Cody a raté. Il se prépare une nuit 2 dantesque sous les règles de la Bloodline. Alors, tu l'as très bien dit, hein, on sait pas si il retourne. Ça se trouve, ça va être un combat dans la boue, que sais-je. Mais en tout cas, on a eu une écriture parfaite pour préparer la nuit 2 avec un retour du Rock aux affaires qui m'a enchanté au plus haut point. Donc voilà, très 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 content. Le seul bémol que j'ai, je sais pas si c'est lié à l'âge ou si c'est parce que moi j'ai pas connu le The Rock autant de sa superbe comme peut-être certains l'ont vu. Je trouve que le The Rock in ring, il y a quand même ou alors on va le dire plutôt dans l'autre sens. Les catcheurs d'aujourd'hui ont un panel de gestes techniques qui est beaucoup plus large, il me semble, que ce qu'on a pu connaître par le passé. Ils sont capables de beaucoup plus, et j'ai trouvé le Rock finalement assez limité dans ses interventions. Alors, j'arrive pas à savoir si je le mets sur le compte de l'âge ou sur le compte de toute manière, parce que The Rock et les éléments, les gestes techniques étaient moins développés à l'époque. En tout cas, ce qu'un Seth Rollins est capable de proposer, même un Cody Rhodes, hein, ça semble aujourd'hui à 100 lieues de ce qu'un The Rock pouvait proposer à l'époque. Alors, c'est ma vision de ce que j'ai pu voir des highlights de l'époque versus ce que je vois maintenant de la WWE. Et voilà, c'est une évolution qui fait plaisir et qui montre aussi toute la valeur des catcheurs qu'on a aujourd'hui malgré tout, quoi, et qui ont un panel technique et in-ring qui est encore plus important. Et même si on se réfère souvent aux légendes de l'époque, je pense qu'on sous-estime la valeur peut-être même d'un Seth Rollins par rapport à ces légendes, quoi. Et voilà, c'était juste un tout petit point que je voulais mettre. Peut-être je me trompe, mais il me semble quand même avoir décelé ça. Et donc voilà,
la Bloodline qui gagne, The Rock qui gagne, Roman Reigns qui gagne, et on prépare une nuit 2 dantesque. Voilà, j'ai mangé du début à la fin en applaudissant et en sautillant sur mon fauteuil, sur mon canapé. Bon, et toi, Rafa, est-ce que tu as sautillé? Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait sur ton canapé? Est-ce que tu étais assis sagement ou est-ce que tu as pas pu te retenir et c'est parti dans tous les sens? Ah, moi je sautillais quand même. Ouais, ouais, ça, on était chaud, on était chaud. Là, on a vraiment un WrestleMania main event qui a tenu toutes ses promesses. Oh oui. Je pense que c'est la 4e fois seulement qu'on a ce concept de nuit 1, nuit 2. C'est la première fois vraiment qu'on utilise ce concept en faisant des doubles main events qui ont une intensité et qui ont une justification pour le lendemain, même si l'année dernière, voilà, il y avait les Usos nuit 1 et il y avait Roman Reigns nuit 2, ça avait quand même la Bloodline était dans la place. Euh, Franchement, je suis hyper ravi parce que le The Rock nous a offert une road dantesque, mais il y avait ce point d'interrogation sur sa shape. Pour répondre à Géliel, je pense qu'effectivement, il y a une question de génération. Et puis, ben, The Rock a 51 ans aussi. Je viens de vérifier. Donc, The Rock, il est plus Ouais. proche de R-Truth que de Cody Rhodes, hein. Et on en a vu, malheureusement, des superstars. Alors, je pense notamment à notre ami Batista, nous faire des retours complètement dégueulasses in-ring. Clairement. Bon, là, c'était difficile de le rater parce qu'ils étaient 4, parce qu'il y avait du tag team, parce qu'il y avait De la euh, brawl. voilà, de la brawl, et ils ont su complètement le camoufler parce que je pense que quand même, il est pas au niveau des autres. Mais ils ont très très bien joué, je trouve, voilà, avec ce pauvre arbitre, l'histoire du vas-y, tu me laisses faire, sinon t'es viré. Ce qui a fait qu'en fait, on a eu déjà un premier match Bloodline Rules ce soir. Oui. On sait pas trop comment sera le prochain, mais on l'a eu. Euh, Peut-être un petit peu, disons, un petit peu étonné, encore une fois, un peu comme pour le match entre les frères Rousseau, que l'historique de la Bloodline et leurs bonnes vieilles habitudes ait fait que finalement, bon, ils ont fait un 2 contre 2, voilà, Solo, Jimmy, même Paul Heyman, enfin tous ces gens-là sont pas trop présents pour intervenir en fait. Il y en a vraiment eu un vrai clash à 2 contre 2, même si on a eu des interventions voilà, des coups en traître des uns et des autres, des low blows comme tu l'as dit. Donc ils n'avaient pas besoin finalement d'être plusieurs. Et pour moi, c'était le bon résultat. Il fallait cette victoire-là. La façon dont ça se passe aussi est importante. C'est The Rock qui pin Cody Rhodes. Mhm. Donc c'est Cody Rhodes qui peut s'en prendre qu'à lui-même quelque part. On sait que c'est symbolique. Donc il n'y a pas de raison d'en vouloir à Seth Rollins ou de le trahir ou d'envisager une trahison. Voilà, Cody Rhodes, voilà, son WrestleMania commence par une défaite. Il a la même gueule sur le ring qu'il y a un an à peu près. Là, il est assis en tailleur et il regarde les yeux Ouais. vers le ciel de manière un petit peu larmoyante. Donc finalement, en fait, c'est cool parce que les méchants ont fait ce qu'ils ont dit. Et The Rock a pas menti. The Rock a tenu ses promesses. C'était long, mais c'était bien. Je crois qu'ils ont dit que c'était le deuxième plus long main event de l'histoire de WrestleMania, je pense, en termes de timing. 45 minutes, c'est un bon gros morceau, mais c'est bien passé. Mhm. Ça aurait pu être encore plus, je pense, dans la destruction d'objets, de bazar de ci, de là. Ça aurait pu même lâcher encore plus les chevaux, mais globalement, c'était vraiment cool. Et ça fait que bah, quand la nuit se finit et que la télé s'éteint, on se dit, ouais, c'était une bonne première soirée. Oui, effectivement, notamment pendant cette brawl qui était assez sage, hein, j'ai trouvé, à l'extérieur du ring. Il s'est pas passé forcément grand-chose. Le focus était mis sur la répartition entre le Rock et Seth Rollins. Pendant ce temps-là, Cody Rhodes et Roman Reigns, on n'a rien vu quasiment de ce qui s'est passé de leur côté. Ça, c'était un petit peu en termes de réal, je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas eu des allers-retours un peu entre les deux, voir ce qui se passe d'un côté, qu'est-ce qui se passe de l'autre. Ça, c'était un petit peu dommage. Mais voilà, j'ai trouvé une excellente construction hein, pour ce main event qui cachait à la fois les faiblesses du Rock tout en mettant en avant ses forces dans cette intensité, cette menace permanente et puis ses moves assez iconiques malgré tout. Donc bravo, hein, bravo en termes de booking là, pour les producteurs d'avoir réussi à sortir cet énorme main event. J'ai aimé aussi le fait qu'on ait eu droit à deux séquences, il y en a peut-être eu d'autres, mais voilà, j'en vois deux, là, deux séquences où Cody et Seth se sont aidés, se sont sortis mutuellement de faux pas. On a eu un Cody Cutter qui a été placé je crois que c'était sur Roman Reigns alors qu'il avait il chopait il avait Rollins et puis après c'est derrière Rollins qui est venu aider
Cody en faisant le stomp alors qu'il était pris dans les taux par les deux Samoans. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Il y aurait même pu en avoir un petit peu plus des moments comme ça, où les deux s'entraident et se sauvent la mise. Parce qu'après tout, c'est un petit peu l'histoire qui nous était aussi vendue. On verra demain soir. Il y a eu aussi le Ouais. moment où justement Seth Rollins vient sauver Cody d'un spear, hein, qui tombe Oui. sur The Rock. Oui, et effectivement, ouais, bah, c'est peut-être le moment le plus important. D'ailleurs, ce spear-là, on l'a entendu, il y a eu un gros ouh dans la salle. À voir, est-ce que ça va avoir des répercussions demain soir? Est-ce que le Rock va en vouloir à Roman Reigns? Bon, ils ont gagné malgré tout. Le Rock, vu les coups de ceinture qu'il a donnés, il avait l'air assez content du travail effectué, donc peut-être que ça ne va avoir aucun impact. Mais voilà, on sait que la WWE aime bien jouer avec ces moments-là de confusion entre les catcheurs, que voilà, des coéquipiers d'un soir finissent par se mettre sur la tronche, même sans faire exprès. On se dit toujours, attends mec, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu m'as touché là, tu m'as touché, c'est quoi ce bordel? Et puis derrière, ouais, cette image terrible, hein, effectivement, tu l'as dit, Rafa, bah voilà, le back-to-back du Cody qui pleure. Alors on a eu, heureusement, pas le droit au poulet en plastique pour salir encore plus le pauvre Cody. Mais effectivement, c'est dur, coup dur, hein, voilà, Cody et Seth Rollins qui n'ont pas réussi à battre la Bloodline. Et bah, ce dimanche soir va apparaître une montagne encore plus haute à franchir, avec des obstacles encore incroyables. C'est inédit, hein, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans ce match voilà, régi par les règles de la Bloodlines. Ça va sûrement être un gros bordel. Mais ce qui est sûr, c'est que Roman Reigns arrivera en force face à un Cody Rhodes qui aura perdu deux fois déjà à WrestleMania l'année dernière et une fois de plus dans cette première nuit. Et c'est comme ça que se termine cette nuit 1 de WrestleMania 40. J'ai l'impression que c'est un WrestleMania qui est monté en intensité, en puissance. Là, je nous écoute en même temps qu'on parle. Raphaël, comment tu l'as senti, comment tu l'as vécu? Et est-ce que tu pourrais nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Bah écoute, Yann, je suis déjà ravi que tu nous écoutes pendant qu'on parle. C'est une très très belle information. Je suis très touché. Euh, oui, t'as Ouais, raison. T'as raison, t'as raison. On a beaucoup discuté sur le fait que les années précédentes, la nuit 1 parfois éclipsait complètement la nuit 2. Bon, bah là, on ne sait pas encore ce que va être la nuit 2, mais moi, je suis rentré effectivement après ce visionnage en me disant, on n'est pas encore dans le biggest WrestleMania of all time et dans le truc qu'on nous a vendu. Ce dont on n'a pas parlé, mais c'est le moment de le faire au bilan, c'est que tous les matchs se sont enchaînés d'une manière assez classique dans un Ah oui. pay-per-view, dans un premium live event. On n'a pas eu beaucoup d'interventions, on n'a pas eu beaucoup de ces segments qu'on a des fois backstage ou même sur le ring avec des légendes qui reviennent. Bon, Triple H est venu au début, mais en gros, il a juste dit Welcome to WrestleMania et il est reparti. Bon, Ouais, Welcome Triple to. H est la légende de lui-même, hein. C'était rapide. Voilà, Ouais. c'est ça. Moi, je m'attendais à un discours un peu plus garni. Donc, le côté over the top, on l'a pas trop eu. Hmm. Et même si on a eu des très bons matchs, comme le ladder match, les matchs des Latinos que j'ai bien aimé, et le main event, voilà, on a quelque chose d'un petit peu tiède, j'ai trouvé un petit peu moyen. Donc moi, j'espérais vraiment, évidemment, grâce au main event, on est très très chaud pour la nuit 2. Et puis voilà, on a Seth Rollins aussi qui doit se battre, etc. On a plein de choses. Mais j'espère qu'on level up ensuite. Ce qui fait que sur une note de 5, je mettrais un... Ah, c'est difficile parce que dissocier le main event du reste, c'est compliqué. Alors, je vais quand même mettre allez, un 3,75. Je vais pas mettre jusqu'à 4. Mais ça faisait plaisir quand même de revoir tous ces gens-là. Le top, je vais le mettre quand même au main event, parce que voilà, c'est le plus gros show de la soirée, c'est le plus gros match. Et, euh, et le flop, bah, il y a eu. Moi, je dirais quand même sur le flop sur cette gestion des doubles ceintures pour les tag teams, où on se retrouve avec des champions de SmackDown qui commencent un règne d'une façon hyper oubliable et anecdotique en milieu de match. Donc ça, c'était quand même une erreur d'écriture. Voilà, je passe la main. Génial, alors, qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Le meilleur comme le pire. Alors, ce que je retiens aussi, hein, ce qu'on s'est dit, hein, et puis effectivement, on l'a senti à nos commentaires, cette montée en puissance de ce WrestleMania qui a commencé froid aussi fraîchement que la température qu'il y avait à Philadelphie hier soir, enfin pas hier soir, samedi soir. Alors,
à la fois, j'ai eu des moments de vrai très enthousiastes et et aussi des moments vraiment très très sur le reculoir, quoi. Ce qui fait que même si je suis globalement toujours un très bon public et je mange assez facilement à ce que me propose la WWE, en ayant une suspension d'incrédulité assez facilement déclenchable. Autant il y a quand même des trucs qui m'ont un peu gêné, donc c'est pour ça que ma note, je vais rejoindre un peu Raphaël, mais en rajoutant les 0,25 du bon public. Donc je vais partir sur un 4 autour de la note, pour la note, en me réservant pour une nuit 2 qui serait, je dirais pas plus folle, mais qui serait folle. Parce que je l'ai pas trouvé extrêmement fou cette nuit 1, même si elle a coché pas mal de cases. Mon top, moi je vais le mettre à l'Undisputed WWE Tag Team Championship Six-Pack Tag Team Ladder Match, que j'ai adoré. La stipulation était vraiment sympa. Elle est forcément promesse de trucs dans tous les sens, avec des moves qui font toujours retenir leur respiration. Quand on voit le White Nose qui se prépare, on sait ce qui va se passer. Et pourtant, on est toujours en train de faire oh quand il tombe. Donc voilà, c'est vraiment mon top. Je l'avais un peu annoncé en show stealer. Au niveau catchesque, c'est vraiment mon top. Même si le main event, au niveau de l'histoire et au niveau de tout ce qui va en découler, est également un énorme moment. Mon flop va être globalement la division tag team qui a pas su capitaliser sur sa présence qui était déjà restreinte en nombre de matchs, mais même au niveau du contenu avec un opener hyper tiède, une Becky Lynch très en dessous et qui donne un match vraiment, on l'a dit, hein, on n'a pas forcément apprécié. Et derrière, on a division eu féminine alors du coup. Est-ce que tu as dit division tag team, je j'ai dit crois. quoi? Ok. Ah, T'as dit pardon. division tag team. Division Je féminine, commençais oui. à Division être perdu. Le féminine. mec qui donne son flop et son top et son flop en même temps, même. Ça arrive. Non. Ça arrive. Non. Division féminine, pardon. Donc effectivement, qui n'était pas beaucoup représentée, mais qui en plus dans la représentation a pas Ouais. eu une exécution extraordinaire, quoi. Et le match, le six une pub pour Jade Cargill un peu déguisée, où rappelons-le quand même, les damage control qui détenaient les ceintures sont fait rouler dessus, mais d'une manière assez insolente. Donc voilà, c'était vraiment pas la soirée des filles. Et donc voilà, ça va être mon flop. Et puis aussi en petit aparté, le fait que malgré ce qu'avait annoncé Triple H, j'ai pas vu beaucoup de surprises. Pourtant, ça avait été vendu, il allait y avoir de la surprise, on allait retenir notre souffle, etc. Bah moi, j'en ai pas vu, donc j'ai retenu mon souffle sur certains trucs, mais pas sur les fameuses surprises. Donc espérons que tout sera concentré sur la nuit 2. Ce qui est dommage dans l'absolu, mais espérons que cette partie surprise, qui est aussi la signature de ces WrestleMania, arrivera pour cette nuit 2. Après, elle va pas bouder mon plaisir, hein. J'ai vraiment adoré cette nuit 1 et voilà, c'est juste qu'on se prête à l'exercice de la critique. Facile, évidemment. Oui, puisqu'en plus, il n'y aura pas de nuit 3. Hein. Donc effectivement, s'ils doivent tout donner, c'est dans la nuit C'est 2. demain. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec ce que disait Rafa, ça manque un peu de liant, ce fameux guest host qu'on a d'habitude chaque année à WrestleMania. Souvent ils font bien le café pour nous proposer des moments un peu what the fuck, des matchs improvisés, des séquences un petit peu les plus légères qui permettent de respirer. Là c'est vrai qu'on a enchaîné, c'était vraiment un gros burger, assez... alors non pas que je me dis pas qu'en nuit 2 il y aura pas de work rate, mais genre on a enchaîné du catch quoi, du catch entre les cordes quoi. On a enchaîné du catch entre les cordes avec même au niveau des entrées, il n'y a pas eu de grosses entrées euh, particulièrement démentes ou en tout cas de démesures quoi, qui seraient tout à fait adaptées pour un événement tel que WrestleMania. Moi c'est quelque chose pour lequel j'apporte beaucoup d'importance, les grosses entrées avec voilà, des groupes qui viennent jouer, avec voilà, du décorum, avec du délirium, afin que ça parte dans tous les sens. Remember le tank de Rousseff. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Non mais exactement. Alors après, voilà, il y a des beaux noms qui arrivent là pour la nuit 2, donc j'ai aucun doute que, ne serait-ce que pour nos amis du main event de cette première nuit, qui vont se retrouver chacun avec leur match, voilà, je me dis qu'on garde probablement les grosses entrées pour leur rencontre qui sont un peu plus personnelles, on va dire. Donc ouais, j'aurais bien aimé. Moi, je me suis dit, par exemple, une Chelsea Green, j'aurais bien aimé voir une petite Chelsea Green là
qui voilà, pareil comme le Miz ou qui fait le host pour WrestleMania, ça aurait apporté un petit peu de légèreté. Et globalement, je suis d'accord avec vous, on est monté très tranquillement, voilà. En plus, on a vraiment passé les vitesses à la 1, et puis après la 2, et puis après la 3, mais sans trop s'enflammer. Moi, mon flop, j'en ai parlé, hein, c'est tout simplement ce Jay versus Jimmy. C'est la grosse déception. Je suis presque pas surpris parce qu'ils nous ont tellement balancé au dernier moment que j'y croyais pas, mais j'ai voulu y croire et finalement il m'a fallu pas trop y croire. Donc pour moi c'est la grosse déception. Je mets un petit avertissement là, Jey Uso, va falloir assurer. Et puis pour mon top, tu l'as donné au main event, c'est ça, Rafa? Parce que Oui, Raphaël, je crois qu'il oui, l'a c'est donné ça. au main Pardon, event. excuse-moi, tu me prends de court là. Ah Bien ouais, sûr, j'étais j'ai donné plus le pas main event. sûr. Ok, bah comme tu l'as donné au main event, allez, moi je vais faire preuve de bonne grâce, je vais être bon joueur. Je vais le donner à Sami Zayn contre Gunther. Ce match qui m'a surpris parce que j'étais pas derrière Sami Zayn, mais bon sang, ce match il était costaud, il était vraiment cool et j'ai bien aimé. Voilà, il m'a retourné, il m'a surpris. C'était un des matchs qui m'a le plus surpris. Donc voilà, Sami Zayn versus Gunther, un Oui. très bon match avec une petite mention également pour Jade Cargill qui était impressionnante. Quant à ma note, un bon 4 sur 5 pour ce WrestleMania nuit 1, mais les WrestleMania on veut leur donner 5. On veut leur donner 5 Mais pour nos oui, WrestleMania. mais Eh oui, ouais, c'est on va leur donner obligatoire, 5. normalement. Eh oui, oui. Alors, la nuit 2 s'annonce déjà dantesque, s'annonce complètement folle. Restez évidemment accrochés, restez connectés à notre podcast Catch Up. Je remercie évidemment mes compatriotes, mes collègues. Merci à toi, Rafa, de nous avoir rejoints dans le studio pour cette première nuit. C'est un WrestleMania. plaisir. C'est un plaisir. Les nuits sont longues, les nuits sont courtes, mais WrestleMania, c'est quand même le moment de l'année à pas rater. Et merci IRM pour cette présentation de très grande qualité. Et merci Géliel d'avoir été là aussi. Nuit longue à Philadelphie, n'est-ce pas, Géliel? Merci à toi d'être venu. Oui. Ouais. J'ai dit, on oublie un petit truc. On ouvre aussi ce soir le début de la Road to Backlash. Ah oui, dans un sens. Il y a des résultats là, des Sami Zayn par exemple, il va être à Backlash très certainement, défendre son titre, voilà, tout ça. Ouais. Un petit match retour peut-être. Ouais, je ne sais pas, Truth, tu as raison. Awesome Truth, on va voir peut-être un Backlash. C'est vrai qu'on. Oui, Pensez tu à as ça, raison, les gars. tu as raison. C'est raison. Il faut déjà. Voilà, on a vu Raphaël il est déjà dans le bus là. Il est déjà dans son car, direction Lyon. Lyon décide pour aller voir R-Truth, voilà, évidemment. Merci à toi, Géliel, d'être venu. Voilà. Et toi merci, aussi, t'es Irène, déjà déjà sur Lyon, là, attention. Oui, moi je suis l'original de l'étape pour cette occasion. Merci à toi encore pour cette review. Très content d'être avec vous. Merci à Raph pour partager ces moments et ces réflexions sur ce catch et ces hommes en slip. Les femmes en slip aussi, mais bon, c'est pas pareil. Ça rend pas pareil. En tout cas, super moment, super nuit et puis hâte de voir ce qui va nous attendre pour cette nuit 2. Merci à tous. Bon, et puis j'espère que Ringside sera là pour la nuit 2, parce que Ringside a sûrement de la controverse, de l'huile à mettre sur le feu, puisque voilà, je vous passe un message de Ringside en direct, et il nous dit tout simplement que Damage Control a été impérial, voilà, cette première nuit à WrestleMania. Donc on espère que Ringside sera là pour la nuit 2, qu'il puisse s'expliquer. Il y a des choses... Pour des avis aussi partagés. Il faut des avis partagés, très partagés, voilà. Au sein de la rédaction, voilà, c'est une démocratie ici à Catch Up, simplement. Voilà, on n'est pas comme le Rock, là, on menace pas les gens de licenciement économique s'ils ne sont pas d'accord avec nous. En tout cas, vous êtes d'accord pour nous rejoindre toujours de plus en plus nombreux et nous écouter. Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE, y compris évidemment WrestleMania. Pour les pronos, on vous donnera les résultats évidemment après la nuit 2. On va pas tout vous gâcher parce qu'on n'a pas encore tous les résultats. Bah oui, attendez, soyons sérieux, 5 minutes. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également présent sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Le lien vers notre Discord est dans la description pour discuter ensemble de ce WrestleMania nuit 1. La nuit 2 arrive, elle sera longue et intense. On a déjà la fièvre. D'ici là, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne fin de week-end pleine de catch. Salut. Ciao à tous. Salut à tous. Ah, moi je veux un Ringside versus Giscal sur Damage Control pendant 2 heures avec voilà, une review de la nuit 2 qui déraille, qui part en couille. Et moi je veux ma revanche contre Irem à Backlash. Je filme.